Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre de cette semaine de l'urgence climatique, nous avons le plaisir d'accueillir le conférencier et chercheur Olivier Vidal. Donc, vous êtes actuellement chercheur au CNRS à l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble. Vous travaillez sur des sujets tels que l'énergie ou les ressources minérales. Et vous faites aussi le lien entre ces énergies et l'aspect financier pour construire un monde bas carbone qui serait viable. Donc ce soir, dans un monde où les ressources sont bien évidemment finies et où les économies souhaiteraient une croissance infinie, vous allez nous parler du lien entre l'énergie et les ressources minérales liées à la transition écologique. Bonne conférence à tous. Merci. Merci Antoine. Vous m'entendez là? Ouais. Et puis merci à tous d'être venus ce soir. Merci à Yves de m'avoir invité à parler d'un sujet qui m'intéresse depuis quelques années. Moi, je suis géologue au départ, donc j'ai longtemps travaillé sur des problèmes de minéralogie, de thermodynamique, de réaction minéralogique, de choses comme ça. Et puis depuis quelques années, je m'intéresse effectivement au lien entre matières premières, typiquement métaux, et énergie, et notamment dans le cadre de la transition énergétique. Donc ce que j'aimerais faire ce soir, c'est vous parler de ma contribution sur ce sujet en tant que chercheur. Et ma contribution, c'est de développer des modèles dynamiques qui essayent de prendre en compte à la fois les contraintes, et les ressources fossiles en font partie, donc des contraintes physiques, mais également, dans la mesure du possible, des grandeurs, comme ça a été mentionné, économiques. Donc on va parler un petit peu de prix aussi, voir comment on peut estimer des prix à partir de l'énergie, voilà, ce genre de choses. Donc bâtir ces modèles dynamiques, évidemment, je ne vais pas vous parler de ça uniquement, je vais faire un rapide survol des paramètres à prendre en compte dans ces modèles et qui vont contrôler à la fois la demande et la production de ces ressources fossiles. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des problèmes, si vous ne comprenez pas, vous criez et puis on en parle. Bon, je démarre avec une introduction classique, quelques courbes que vous avez déjà dû voir évidemment au cours de cette semaine. Évolution de la population mondiale, évolution de la richesse moyenne, mesurée ici en termes de PIB, évolution de la consommation d'énergie au cours du temps, et puis évolution de la consommation de 4 métaux de base, le cuivre, le manganèse, le zinc et l'aluminium. Donc ce qu'on voit, c'est pas nouveau, c'est pas un scoop, c'est ces croissances très importantes depuis les années 50. Dans le cas des métaux, vous voyez, si on prend le cas de l'aluminium, c'est la consommation d'aluminium est montrée par cette courbe bleue. Eh bien, en 20 ans, depuis le début du siècle, on a multiplié par 2 la consommation d'aluminium au niveau mondial. Et une question qui, là non plus, n'est pas nouvelle, c'est combien de temps va-t-on rester sur ces tendances? Pourquoi est-ce qu'on augmente cette consommation au cours du temps? Est-ce que ça va se poursuivre? Et est-ce qu'on va être capable de fournir, en l'occurrence, là, les métaux dont on a besoin? Donc on comprend bien que pour répondre à ces questions, on ne peut pas regarder le système isolé. Moi, je m'intéresse particulièrement, encore une fois, aux métaux, mais on est obligé de prendre en compte ces dimensions. Donc, une dimension économique macroscopique, au moins au premier ordre, et puis une dimension énergie et, naturellement, une dimension population. Donc, c'est un peu ce qui va nous intéresser dans cet exposé. Évidemment, la croissance de consommation d'énergie fossile, hydrocarbonée, a des impacts délétères. Je ne vais pas vous en faire une revue de détail ici, évidemment, mais vous connaissez tous l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, CO2 bien sûr, mais aussi le méthane, avec une augmentation de la température surfacique des océans, acidification des océans, etc., etc. Et les matières premières, dans ce cadre-là, sont importantes quand même, parce que la production de ciment, d'acier, d'aluminium et de cuivre correspond à 35% de la consommation industrielle mondiale d'énergie. Donc c'est loin d'être négligeable. Et c'est responsable de 50% actuellement des émissions de CO2 de l'industrie. Uniquement ces 4 matières premières-là.
La transition énergétique arrive dans ce cadre-là où, évidemment, pour essayer de limiter notamment le réchauffement global, les accords de Paris, hein, je vous rappelle ça, prévoyaient une incorporation de 30% d'énergie renouvelable et l'atteinte de la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle. Alors pour faire ça, il y a au moins deux conditions. La première condition, c'est de remplacer en une quarantaine d'années toute l'infrastructure de production, de distribution, de stockage et d'utilisation de l'énergie fossile par autre chose. Et autre chose, ça peut être les deux sources principales que l'on connaît actuellement, c'est des sources soit nucléaires, soit du combustible nucléaire, soit des énergies renouvelables. Dans le cadre des énergies renouvelables, il va falloir remplacer une énergie de stock, les hydrocarbures par exemple, ou le charbon, de très haute qualité, facilement transportable, stockable, par des énergies renouvelables qui ont deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est l'intermittence. Quand il n'y a pas de soleil, on ne peut pas utiliser de panneaux photovoltaïques, mais également le caractère dilué de ces énergies. Les énergies renouvelables sont certes très abondantes, mais elles sont très diluées, et pour les capturer et les transformer en une énergie utilisable, du fait de cette dilution, il faut des grandes infrastructures. Un exemple est montré ici sur cette photo, c'est une éolienne ici offshore de 6 MW de puissance. Cette éolienne fait 170 mètres de haut si on compte les pales. Elle contient 1500 tonnes d'acier, un aimant permanent qui doit contenir à peu près 500 kg de néodyme. Pas seulement, il doit y avoir un peu de dysprosium aussi, qui lui est très rare. Donc si on regarde juste l'acier, 1500 tonnes d'acier pour 6 MW de puissance, ça nous fait une intensité acier de l'ordre de 250 tonnes par mégawatt, ce qui est largement supérieur aux intensités acier de centrales plus classiques qui brûlent des hydrocarbures fossiles ou du combustible nucléaire. Donc on comprend bien que si on ne regarde que l'acier au premier ordre, on s'attend à avoir une surconsommation d'acier si on veut remplacer le système existant de production d'électricité par ce type d'éolienne. Si on passe en énergie, maintenant c'est encore pire hein, pour des raisons de facteurs de charge et compagnie, et il faut à peu près 500 éoliennes de ce type-là pour produire la même énergie, la même électricité qu'une tranche de 1300 MW nucléaire. Alors cette observation qu'on fait pour l'acier, on peut la faire pour d'autres ressources fossiles. L'acier est ici. Dans le carré blanc ici, vous avez les technos classiques hein, qui brûlent des combustibles fossiles ou nucléaires. Et puis dans le champ vert, à chaque fois, vous avez des technologies qui utilisent de l'énergie renouvelable. Donc on commence avec l'éolien onshore, offshore, différentes technologies de photovoltaïque, le solaire à concentration et puis ici l'hydroélectricité. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, on en a déjà discuté pour l'acier, hein, mais à chaque fois, c'est vrai également pour le béton, c'est vrai pour l'aluminium, c'est vrai pour le cuivre, les technologies renouvelables qui sont en évolution, hein, qu'on soit bien d'accord. Tout ça peut changer au cours du temps, mais encore actuellement, il faut plus de matières premières et plus de chacun de ces métaux dans les technologies renouvelables. Donc là encore, je répète, on s'attend à avoir une surconsommation, notamment de métaux, si on a une transition énergétique ambitieuse et rapide. Et la question c'est combien ? De combien on va avoir besoin ? Et finalement, est-ce qu'on va pouvoir approvisionner ? Est-ce qu'on a suffisamment de ressources pour répondre à la demande ? Alors, cette histoire de combien et évaluer la quantité de matières premières pour le secteur de l'énergie hein, dans un monde en évolution, c'est typiquement un problème de stock and flow, enfin de stock et de flux. Ce que l'on veut faire, c'est remplacer en une quarantaine d'années le système existant par ce système ici. Donc j'ai mis une photo d'éolienne, mais vous avez compris, c'est tout le cortège, hein, photovoltaïque, solaire à concentration, etc., qui doit remplacer notre système basé sur des hydrocarbures actuellement. Alors,
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un premier temps, au moins au début, toute l'infrastructure nouvelle va venir en addition de ce qui existait avant. On ne remplace jamais, pièce par pièce, une centrale thermique par une certaine quantité d'éoliennes. On construit des éoliennes et éventuellement, on n'utilise plus les centrales thermiques après. Donc ça veut dire que si cette infrastructure vient en addition, les premières éoliennes ici qui vont être fabriquées au moment de la transition énergétique vont utiliser des ressources primaires qui viennent du sol. Ce n'est pas du métal recyclé, si on parle de métal. Et puis au bout d'un certain moment, qui correspond à la durée de vie de l'éolienne, eh bien, cette éolienne doit être remplacée par une nouvelle, et on a un flux sortant ici, qui est un flux de produits en fin de vie, qui vient nourrir un deuxième stock ici, qui est un stock de produits en fin de vie, une casse d'éolienne. Alors la matière peut être évidemment recyclée depuis cette casse d'éolienne, et là on rentre dans le cercle vertueux du recyclage. Okay ? Simplement, la deuxième loi de la thermodynamique nous dit qu'un recyclage à 100%, c'est impossible, et donc à chaque boucle de recyclage, ici, on a une certaine perte de matière. Et une perte certaine, ce n'est pas une certaine perte de matière, c'est une perte certaine de matière qui peut être très importante, puisqu'on a des taux de recyclage qui sont variables, mais si on prend un taux de recyclage à 50%, ça veut dire qu'à chaque loop de recyclage, ici, tous les 20 ans, pour une éolienne, eh ben, on va perdre 50% de la matière. Okay ? Donc finalement, si on regarde ça avec un œil un peu aiguisé, on réalise immédiatement que la quantité de matières premières que l'on doit produire au cours du temps pour bâtir et maintenir notre infrastructure, donc l'intégrale de ce flux, est largement supérieure à la quantité de matière dans l'infrastructure. Donc si on regarde que l'infrastructure, eh bien on oublie une quantité énorme de matières premières qu'il va falloir amener ici pour compenser la fuite du système et donc la perte de matière. Voilà. Alors en combinant maintenant ce petit modèle très simple que je vous ai montré précédemment avec les intensités matière dont j'ai parlé précédemment, eh bien on va pouvoir calculer la quantité de matière dont on a besoin pour des scénarios d'évolution de transition énergétique ou pas. Donc je vous montre deux exemples de scénarios ici pour la production d'électricité qui ont été produites par l'Agence internationale de l'énergie. Le premier scénario RTS pour Reference Technology Scenario, le deuxième pour Beyond 2 Degrees Scenario. Dans le premier cas, on a une évolution qui est en accord avec la COP 21 et les 30% d'incorporation de renouvelables dans le mix énergétique en 2060, mais ça reste un scénario quand même un peu, on va dire, plan-plan par rapport au deuxième scénario ici, donc sous 2 degrés, qui lui prévoit la même quantité d'électricité produite en 2060, par contre avec une incorporation de renouvelables, vous voyez, qui est bien supérieure, puisqu'on atteint ici quasiment 75% d'électricité produite avec du renouvelable, aux dépens des combustibles fossiles, et puis on a une petite augmentation du nucléaire. Bon, dans le premier cas, je vous montre ici les besoins cumulés de cuivre, fer et aluminium. Alors attention, les échelles ici sont différentes, ce qui explique pourquoi le fer est sous le cuivre. Bon, on a une augmentation certaine de la quantité de matière immobilisée dans l'infrastructure. Et quand on regarde le deuxième scénario avec une incorporation importante de renouvelables, vous voyez que les besoins sont largement supérieurs. En fait, ils sont 2 fois supérieurs. Et cela est dû, comme je le disais précédemment, à l'intensité matière des renouvelables qui est supérieure aux intensités matière des combustibles fossiles. Alors, sur ce diagramme, maintenant, je montre un point ici qui est le point gris. C'est une année de production mondiale de cuivre. À peu près 25 millions de tonnes actuellement. Donc ça veut dire que dans ce scénario-là, il faut réserver une année de production de cuivre pour toutes les applications, pas seulement pour l'électricité, 2 années de production pour les 40 prochaines années pour respecter cette évolution. Dans le deuxième, il faut réserver 4 années de production mondiale de cuivre actuelle, encore une fois, toutes applications confondues, juste pour le secteur de production d'électricité, ça représente 10%, et là, ça devient naturellement beaucoup plus important.
Alors évidemment, la production d'électricité, on en parle beaucoup, mais finalement, c'est presque anecdotique. Si on regarde la chaîne de l'énergie dans son ensemble, vous avez ici un diagramme de Sankey hein, où on voit la chaîne de l'énergie depuis l'énergie primaire, complètement à gauche, sa transformation dans des raffineries, bien sûr, dans des stations de production d'électricité. Donc dans ce cas-là, on a à peu près 10% hein, d'énergie qui est perdue. Ici, si vous utilisez des combustibles fossiles, c'est 50% hein, qui est perdu sous forme de chaleur, pour produire une électricité utilisable qui va être utilisée par 3 secteurs principaux. Le secteur industriel, le secteur du transport et, on va dire, le secteur construction, building, résidentiel, etc. Au niveau mondial, c'est à peu près 30%, 30%, 30%. Hein. Donc on a parlé avant des stations de production d'électricité, mais évidemment, il va falloir aussi des matières premières pour produire les plateformes pétrolières, tous les méthaniers, les tankers, les scrappers, etc., qui sont utilisés dans l'industrie, on va dire, énergie fossile. Et puis, il va falloir aussi des pylônes électriques, enfin, tous les réseaux, etc. Et puis, en fin de chaîne, eh bien, on a aussi un impact de la transition énergétique, et notamment, si on augmente la quantité d'électricité produite, c'est notamment pour, dans le secteur du transport, permettre une transition vers des véhicules qui n'émettent plus de CO2. Et actuellement, les véhicules électriques sont une bonne piste. Donc ça veut dire qu'il va falloir remplacer le parc de véhicules existant, il va falloir construire toute l'infrastructure d'amener d'électricité au bon endroit pour recharger ces véhicules. Et ça, c'est très important parce que si on regarde juste le transport routier, donc je donne quelques exemples ici, un véhicule à combustion interne contient à peu près 20 kg de cuivre, un véhicule électrique, c'est 4 fois plus, on va dire entre 3 et 4 fois plus. Okay, là, une batterie de 50 kWh, ça contient du lithium, du manganèse, du nickel, du cobalt dans les électrodes, à peu près une dizaine de kilos par véhicule, etc. Mais actuellement, on a une flotte de véhicules au niveau mondial qui doit être à peu près à 1,3, entre 1,3 et 1,5 milliard de véhicules. Il est prévu que l'on atteigne entre 2,5 et 3 milliards de véhicules en 2050. Donc si vous multipliez ces dizaines de kilos par 2 milliards de véhicules, vous arrivez à 20 millions de tonnes. Et 20 millions de tonnes, c'est à peu près la quantité utilisée, enfin produite au niveau mondial actuellement de cuivre, hein, pour toutes les applications. Donc vous voyez que c'est loin d'être négligeable, et ça, il va falloir l'additionner, bien évidemment, aux besoins pour la production d'électricité dont j'ai parlé précédemment. Alors, toujours dans le transport routier, hein, on peut donner un exemple, le cobalt, vous en avez sûrement entendu parler, hein, le cobalt dans les batteries lithium-ion. Alors on sait faire des batteries lithium-ion sans cobalt, mais enfin c'est encore une techno qui existe. Donc regardons les quantités de cobalt pour les 2 scénarios dont j'ai parlé déjà précédemment, le scénario RTS et le scénario B2DS. Donc B2DS, vous vous souvenez, c'est le scénario le plus ambitieux, hein, avec une limitation maximum des émissions de CO2. Eh bien, dans le premier scénario, l'évolution du parc de véhicules se fait, comme c'est montré sur cette slide. Vous avez les véhicules ici à pétrole, enfin à essence, diesel et compagnie, des véhicules hybrides classiques, les plug-in, ici en vert, et puis en gris, c'est les véhicules électriques. Vous voyez qu'on a une pénétration des autres technologies qui est quand même relativement modeste, alors que dans ce deuxième scénario, on a des véhicules électriques ici qui représentent plus de 50% du parc de véhicules. Eh bien, dans le premier cas, voilà l'évolution pour le scénario RTS de la quantité de cobalt dont on a besoin. Donc, on a une augmentation, on va dire, d'un facteur 4. Dans le deuxième scénario, vous voyez qu'on monte à 16 millions de tonnes de cobalt en 2060, alors que les réserves de cobalt estimé par l'USGS, donc United States Geological Survey, était d'environ 7 millions de tonnes en 2020. Donc évidemment, ces réserves vont changer au cours du temps, mais si on compare les réserves actuelles connues, hein, toutes les réserves connues, avec ce dont on a besoin dans 40 ans pour le scénario B2DS, eh bien, on commence à se poser des questions. Comme je le disais précédemment, ça, c'est ce qui est dans les véhicules. Maintenant, si on prend en compte les pertes de recyclage et qu'on fait un petit calcul, alors que je pense pessimiste, mais enfin bon,
ça vaut le coup d'être pessimiste quand même. On va dire qu'on a un taux de recyclage du cobalt de 30%, ça sera sûrement plus hein, dans les batteries quand les filières seront bien en place. Enfin bon, prenons 30% actuellement, on monte à 50% en 2050 pour une durée de vie des batteries de l'ordre de 10 ans. Et bien là, on monte à 32 millions de tonnes. Donc vous voyez le décalage entre les réserves connues actuellement et la quantité cumulée qu'il faudra produire si on reste sur des taux de recyclage assez bas comme ça. Bon, on peut faire la même chose en flux, hein. On peut regarder en flux et peut-être que c'est encore plus parlant. Dans le premier cas, ici, il faut augmenter le flux d'un facteur, alors je ne sais plus, j'ai dû le marquer quelque part, voilà, d'un facteur 6, alors qu'on a une pénétration des véhicules électriques, je répète, qui est très faible. Donc ça, c'est principalement dû à une augmentation du parc automobile, qui est lui-même, on va le voir, contraint par l'évolution du PIB et de la population. Dans le deuxième cas, c'est un facteur 20, hein, augmenter la quantité produite d'un métal d'un facteur 20 en 40 ans, c'est stratosphérique, hein, parce que pour produire un métal, il faut toute une infrastructure industrielle, et donc pour mettre à l'échelle l'infrastructure minière, ne serait-ce que ça, c'est un défi colossal. Voilà. Donc ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que clairement, bon, c'est pas un scoop, hein, mais la demande annuelle va augmenter de manière très forte si on reste sur les technologies actuelles. Et ces technologies actuelles que l'on a développées ne sont pas durables, clairement, au vu de ces résultats-là. Alors, les technologies, elles évoluent, hein, bien évidemment. On est bien d'accord, hein, je vous parle de lithium-ion cobalt. Ici, il y a plein d'autres technologies. Également lithium-ion sans cobalt, peut-être des batteries sodium ou des batteries sèches plus tard, on verra. Alors, je voudrais revenir maintenant sur cette notion d'augmentation de la consommation due à une évolution qui n'est pas directement en lien avec la transition énergétique, qui est une évolution, je dirais, attendue, à la fois de la population et du PIB, et notamment due à l'émergence de pays très peuplés et actuellement pauvres. Alors ce que l'on voit, si on regarde vraiment de très loin, on voit qu'il y a clairement un lien entre cette évolution de population et du PIB et la consommation par habitant. Donc vous avez trois métaux ici, le cuivre, l'aluminium, l'acier. Si on regarde les pays actuellement développés et leur évolution depuis la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien on a à chaque fois le même pattern avec une augmentation de la consommation par habitant, hein, ici c'est des kilos de cuivre par habitant, en fonction du PIB par habitant, une première phase qui est quasiment exponentielle, et puis rapidement on atteint un point d'inflexion et on atteint même une asymptote, une saturation, vers 10 kg de cuivre par habitant actuellement dans les pays développés. C'est une forme qu'on retrouve également pour l'aluminium ou pour l'acier, et même dans l'acier, éventuellement une diminution de la quantité consommée avec l'augmentation du PIB par habitant. Alors ça se comprend assez bien finalement parce qu'on ne peut pas conduire 50 voitures en même temps, hein. Donc il y a un moment donné où on va s'équiper en voiture et puis quand tout le monde aura une voiture, quand on aura une voiture par habitant, on s'attend à ce qu'il faille renouveler le parc existant, mais on n'est plus sur une période de croissance et de la consommation pour bâtir une infrastructure, ce qui est le cas à bas PIB par habitant. Alors ça, on peut travailler là-dessus, nous on travaille beaucoup là-dessus, et ce qu'on voit, c'est que l'évolution, donc c'est des évolutions logistiques hein, dont on a parlé avant, avec une sigmoïde et puis l'atteinte d'une asymptote, on voit la même chose quand on regarde les infrastructures. Je mets quelques exemples ici, hein, le nombre de véhicules par habitant en fonction du PIB par habitant. En France, on a suivi cette tendance, et puis on va vers un amortissement et probablement une asymptote. Au niveau mondial, on est à PIB par habitant beaucoup plus bas, hein, mais on va suivre la même tendance. Vous pouvez faire ça pour les locomotives, pareil en France et puis au niveau mondial, pour le nombre de mètres carrés par habitant, par exemple, à la fois résidentiel et commercial, le nombre d'avions par habitant, etc., vous avez compris. Et à chaque fois, on a des courbes sigmoïdes de ce type-là. Alors, ça c'est intéressant parce que si on combine ces courbes hein, que l'on va calibrer
au niveau mondial, et puis pour différentes régions. Alors, il est bien évident que la vitesse à laquelle on monte ici, ou même les taux de saturation, sont un peu différents selon les régions. Des régions à très basse densité de population, par exemple, n'auront pas le même nombre de voitures et le même niveau de saturation que des régions très peuplées, ou même des villes. Dans les villes, on a à peu près 0,3 voitures par habitant, alors qu'aux États-Unis, où la densité de population est très faible, et bien on est plutôt à 1 véhicule par habitant. Voilà, donc vous avez compris. Mais une fois qu'on a calibré ces évolutions, eh bien, si on fait des hypothèses d'évolution de la population, ici en bleu, on est là actuellement sur les points jaunes, et ici on est à 2050, une hypothèse également d'évolution du PIB, bon là qui est vraiment très optimiste, mais enfin on peut changer les hypothèses de départ, eh bien en combinant les deux, on va être capable de construire notre infrastructure, et d'avoir une idée de la manière dont l'infrastructure va évoluer au cours du temps. Donc le nombre de voitures, le nombre de trains, d'avions, de mètres carrés, etc. Si on a les intensités matières de chacune de ces unités technologiques, 650 kg d'acier par exemple dans une voiture, et puis on peut faire des hypothèses sur l'évolution future, je ne sais pas, 1000 kg par mètre carré de béton dans un immeuble, etc. Eh bien, en combinant les deux, on va pouvoir calculer un stock de matière dans notre infrastructure, qui va évoluer au cours du temps. Là, je ne sais pas ce que je vous montre, bon, donc j'en parle pas. L'idée, c'est ensuite de dériver ce stock pour avoir les consommations annuelles au cours du temps. Ça va? Alors, si on fait ça, eh bien, rapidement, on s'aperçoit que les situations sont très variables en fonction des régions géographiques qu'on regarde. Nous, on a une vision de pays développé et on se situe là, dans ce cas-là. Je vous montre ici l'évolution de la consommation de cuivre depuis 1950 jusqu'à 2060. Donc le point jaune représente l'état actuel. Dans le cas des États-Unis, on a atteint le seuil de saturation dans les années 90, au niveau européen dans les années 2015, au niveau français également entre les années 90 et 2000. Okay, et on va rester à peu près constant si on ne considère que les technologies qu'on connaît actuellement, évidemment. Si on a des technologies de rupture qui, d'un seul coup, deviennent très envahissantes, ça peut changer, mais grosso modo, on est tous les pays développés actuellement sont au seuil de saturation. Si on regarde maintenant les pays émergents, comme la Chine, eh ben, on a eu une phase de croissance absolument incroyable de la consommation, et on est toujours en croissance. Et nous, nos modèles nous disent que ça devrait durer jusqu'à 2030, et puis ensuite on va descendre et on va atteindre un seuil de saturation qui sera ici. Donc ça, c'est actuellement. Demain, ça sera probablement l'Inde. Et puis après-demain, il y aura l'Afrique. Voilà. Donc en faisant ces hypothèses d'évolution de population et de PIB, voilà le genre de résultats qu'on a. Et finalement, au niveau mondial, eh ben, il faut sommer toutes ces tendances par région pour arriver à une augmentation de la consommation, c'est toujours le cuivre ici, qui serait de l'ordre de 80 millions de tonnes à la fin du siècle. 80 millions de tonnes par an, soit 4 fois plus qu'actuellement. Voilà, donc c'est la logique un peu de tous ces modèles qui vont nous permettre d'estimer une demande en matières premières, puis après on va parler de la capacité d'approvisionnement. Alors la demande, elle dépend de l'évolution économique, mais elle dépend, comme je disais, également des scénarios énergétiques. Dans le cas de la France, un scénario business as usual, on reste là. Ça, c'est donc la quantité totale de cuivre dont on aura besoin. Et pour un taux de recyclage du cuivre de 70%, ce qui est optimiste mais réaliste, voilà la quantité de cuivre recyclé que l'on pourrait produire à partir des produits en fin de vie. Et finalement, la quantité de cuivre que l'on doit injecter dans le système, ici, elle est de l'ordre de 120 000 tonnes par an. Ce qui est beaucoup, mais ce qui est quand même raisonnable.
Si on prend un autre scénario, type scénario de l'ADEME, Vision 90, où on a 90% de renouvelables en 2050, avec une pénétration des véhicules électriques ici très importante, alors qu'elle était quasiment nulle dans le premier scénario, eh bien la demande est très très différente. Hein. Vous voyez que là, on n'est plus du tout sur un seuil de saturation, mais on augmente la quantité de cuivre par pénétration principalement des véhicules électriques. Et la quantité de cuivre qu'on doit injecter dans le système, elle est maintenant de 500 000 tonnes par an, soit 4 fois plus ou 3 fois plus par rapport à ce scénario-là. Donc ça vous montre quand même que déjà, il n'y a pas de réponse unique hein, à la demande. Quelle va être la demande demain ou en 2050? Ça va dépendre, comme on l'a vu, des pays, ça va dépendre des scénarios énergétiques que vous considérez. Et puis, évidemment, ça va également dépendre du type de matière première que vous regardez. Hein, bon, ici, on a le cuivre, donc une différence entre les deux scénarios de référence et moins de 2 degrés d'un facteur 1,5. Si on prend le lithium, la différence elle est d'un facteur 3, 3,5 pour le cobalt, 1,3 pour le nickel, etc. Donc là non plus, il n'y a pas de réponse unique. Quel est le métal qui va vous intéresser? Voilà. Donc à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que le développement économique et la transition énergétique seront responsables d'une croissance de la consommation de métaux et d'énergie. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais il faut être prudent. C'est sûr qu'on va avoir une consommation. Après, combien? Je répète, beaucoup. Mais ça va vraiment dépendre des scénarios envisagés, des pays, et surtout, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on parle beaucoup des petits métaux, hein, toute cette kyrielle de métaux technologiques, donc on va dire les terres rares et tous les autres, mais c'est vrai aussi pour les métaux de base. Or, ce qui actuellement contient l'impact majeur au point de vue émissions de CO2 notamment, mais aussi de tous les impacts environnementaux, ce n'est pas les petits métaux, hein, c'est les métaux de base, parce qu'on produit 1500 millions de tonnes d'acier, alors qu'on doit produire 100 000 tonnes de terres rares au niveau mondial. Okay, bon, une fois qu'on a dit ça, eh ben, ouais, est-ce que combien et est-ce que cette demande énorme, ça peut être une limite à la transition, à notre capacité d'effectuer cette transition énergétique? Ben là, on rentre dans un autre domaine hein, qui n'est plus de la comptabilité, je veux dire, avec des modèles dynamiques, mais il va falloir identifier les contraintes principales. Et ces contraintes d'approvisionnement, elles sont à la fois géologiques, technologiques, économiques, environnementales et évidemment sociales. Et c'est ce dont je vais vous parler un petit peu maintenant. Bon, je reprends ma production de cuivre, là, telle qu'on l'a estimée pour un scénario, on va dire, tendanciel. Hein, on est ici actuellement 25 millions de tonnes de cuivre par an. On devrait monter à 80, on va dire entre 70 et 80 millions de tonnes d'ici la fin du siècle. Si on intègre ce flux pour avoir le stock à produire, et bien voilà ce qu'on obtient. C'est assez parlant, je trouve. Depuis l'Antiquité jusqu'à actuellement, jusqu'à aujourd'hui, on a produit à peu près 600 millions de tonnes de cuivre en cumulé. Okay, si on veut suivre cette demande-là, d'ici 2050, donc pour les 30 ou 40 prochaines années, il faudra produire 1 milliard de tonnes de cuivre. Ça veut dire que pour les 30 prochaines années, il faudra en produire plus que tout ce qu'on a produit depuis l'Antiquité. Si on veut continuer encore, là, et qu'on veut atteindre 2100, il faudra en reproduire 2 milliards supplémentaires. Okay, quand je dis ici produire, ça veut dire que c'est la quantité de cuivre totale. Là-dedans, il y a du recyclé. Hein, mais admettons que ça soit que du primaire, c'est ça, les chiffres. Donc c'est absolument interpellant, pour le moins. Et pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, je vous montre ici une photo d'une mine historique de cuivre aux États-Unis, en Utah. C'est la mine Kennecott, qui est en activité depuis 1906, si ma mémoire est bonne. C'est une mine à ciel ouvert, hein, et vous voyez que ce trou, c'est un gros trou, hein, parce que les petits points qu'on voit ici, c'est ces énormes trucks là, qui sont utilisés dans les open pits, dans les mines à ciel ouvert. Donc ça fait 3 km de long, 1 km de large et à peu près 1 km de profondeur. Vous avez une idée de la quantité de cuivre qu'on a produit ici de ce trou en une centaine d'années? Dites quelque chose, hein, c'est pas grave. Mais... À votre avis?
10 millions de tonnes à ma gauche, c'est mieux? 10 millions de tonnes, c'est pas mal. On a produit 20 millions de tonnes de cuivre, 18 millions de tonnes de cuivre de cette mine en une centaine d'années, et on a extrait 6 milliards de tonnes de roches de ce trou pour produire ces 18 millions de tonnes de cuivre. Alors c'est pour ça que j'ai pris cette image, parce que 18 millions de tonnes de cuivre, c'est assez proche de ce qu'on consomme au niveau mondial en une année. Bon, si on reste sur les chiffres dont je vous ai parlé précédemment, il va falloir exploiter 44 mines de ce type-là en 30 ans. D'accord ? 130 en 80 ans, et puis on n'a pas fini, parce qu'après, il faut maintenir l'infrastructure, etc. Vous avez compris, donc voilà. Et là, on se dit que, ouais, il y a quand même, faut quand même commencer à se faire un petit peu du souci, parce que c'est non seulement des impacts environnementaux de type production de poussière, les camions qui passent, etc., mais il faut aussi beaucoup d'eau pour produire du cuivre. Au Chili, donc c'est pas ici, mais enfin c'est pas grave, au Chili il faut 200 mètres cubes d'eau par tonne de cuivre produit. Donc si vous produisez, si vous voulez suivre ces tendances-là, ça veut dire qu'il faut 200 km3 d'eau dans les 30 prochaines années. 200 km3 d'eau, c'est 2 fois le lac de Genève, d'accord ? C'est 2 lacs de Genève. Donc ça fait beaucoup d'eau quand même. Ça correspond à peu près 1 litre d'eau par habitant au niveau mondial par jour, d'accord, si on n'a pas de recyclage. Donc ça vous donne une idée quand même de ce que ça représente. 1 litre d'eau par jour, bah, c'est ce qu'il nous faut pour survivre, quoi, on va dire. Et ça, c'est juste pour le cuivre. Donc le cuivre, c'est 25 millions de tonnes par an. L'aluminium, ça doit être 60-70. L'acier, c'est 1500 millions de tonnes par an, etc. Alors c'est des métaux qui sont plus concentrés, mais enfin quand même, vous voyez, quand on additionne tout ça, on peut quand même se faire un peu de soucis. Je vous montre ici les surfaces occupées par l'extraction ici de ciment et de gravier et de sable. Bon, c'est un peu à prendre avec des précautions parce que ça fait pas longtemps que j'ai fait ces estimations, mais voilà, c'est de cet ordre-là. Et puis ici, pour les métaux, donc vous voyez l'échelle, pour les métaux, c'est beaucoup moins, enfin quand même, c'est assez important, et surtout, c'est la dérivée qui est importante, quoi. C'est voir la progression à chaque fois. D'ici la fin du siècle, on multiplie quasiment par 4 ou 5, voire plus, les surfaces occupées, mais également les quantités d'eau utilisées. Bon, actuellement, on est à peu près ici, au niveau mondial, et puis on devrait monter. Donc tout ça pose question. Et à mon avis, à mon humble avis, c'est la première limite à considérer dans la capacité d'approvisionnement. C'est les impacts environnementaux qui génèrent de l'opposition sociale. Je crois que c'est aussi important que l'économie. Et des exemples d'opposition sociale au domaine minier, vous tapez sur Internet, vous allez en avoir plein, je ne vais pas tous les détailler ici. Il y en a 2, moi, que je trouve assez emblématiques. Le Salvador, pays d'Amérique latine, qui décide de bannir l'extraction minière de son territoire, alors que c'était un pays qui produisait beaucoup de métaux. Suite à des pollutions massives d'eau de surface, le Salvador bannit l'extraction minière et marque ça dans sa constitution. C'est pas de la petite bière. En Australie, il y a 2 ans, là, un charbonnier qui voulait étendre son activité est mis en procès par les riverains qui ne veulent pas ça. Un jugement et le minier a été débouté avec comme argument que son activité n'était pas en phase avec les obligations liées au changement climatique. Alors si on commence à adopter ce genre d'argument dans des cours de justice, ça peut faire jurisprudence. Bon, en Australie, visiblement, c'est pas trop ce qui se passe, mais quand même, quoi. On voit qu'il y a quand même une évolution. Et là, hier, il y a une compagnie anglaise qui est attaquée également, enfin, où le gouvernement péruvien a dit qu'il ne voulait plus que cette mine exploite pour des raisons également climatiques, environnementales. Vous avez peut-être suivi ça. Bref, la deuxième contrainte, évidemment, c'est la plus classique, l'appauvrissement des réserves. Donc ça, beaucoup de gens en parlent, vous avez dû voir plein de choses là-dessus. Je vous montre ici, je reste sur le cuivre, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Donc ça, c'est notre courbe de consommation du cuivre, de demande de cuivre, telle qu'on l'a définie tout à l'heure. Ça, c'est la production historique. Et puis, nos collègues australiens nous disent que
en 2030, c'est-à-dire demain, on atteindra un pic de production de cuivre primaire qui sera suivi d'une diminution de cette production pour arriver à 0 à la fin du siècle. Ce n'est pas des truffes, hein, c'est des géologues, Norfa et al., qui savent à peu près de quoi ils parlent. Mais c'est quand même assez interpellant. Personnellement, je n'y crois pas, mais ça mérite discussion quand même. Alors pourquoi est-ce qu'on estime que cette production de cuivre va diminuer? Parce que quand on regarde l'évolution des réserves de cuivre, donc les réserves, c'est le stock de cuivre qu'on a sous nos pieds qui est exploitable à un coût économiquement viable. Et le stock qu'on l'on connaît, hein, évidemment, à un instant donné. Les ressources, c'est le stock total, on va dire, pour faire simple. Okay, donc les réserves, c'est vraiment la quantité que l'on peut extraire. Et donc, évidemment, ça va dépendre de la géologie, mais ça va dépendre aussi des technologies, hein, et de l'amélioration des technologies au cours du temps. En 1900, on connaissait 25 millions de tonnes de réserves de cuivre, donc l'équivalent d'une année de consommation et de production actuelle. Actuellement, on a 750 millions de tonnes de réserves de cuivre connues. Donc vous voyez que les réserves ont augmenté au même rythme que la production. Et ça paraît complètement contre-intuitif, mais il y a une raison assez simple à ça, qui est une raison géologique. Les réserves ont augmenté, mais par contre, la qualité des réserves a diminué. C'est-à-dire que dans les années 1900, on extrayait du cuivre de roches qui en contenaient entre 3 et 4%. Ces roches n'existent plus, hein, elles ont été exploitées. Donc au cours du temps, la concentration des gisements exploités a diminué. Actuellement, on est à moins de 1% en moyenne, hein, au niveau mondial, et évidemment, on envisage que cette concentration continue à diminuer. Donc on exploite des réserves de qualité de plus en plus faibles, mais la nature est faite de telle manière qu'on a une évolution log normale de la quantité de cuivre dans la croûte en fonction de sa concentration. C'est-à-dire qu'on a très peu de cuivre disponible dans des roches à 10%, par contre on en a plus dans des roches à 1%, et encore plus dans des roches à 0,1%, et si on est capable d'arriver jusqu'à la teneur moyenne de la croûte, ce qui ne sera pas le cas, mais enfin bon, et là on a des quantités de cuivre qui sont absolument faramineuses. Donc si on est capable de continuer l'extraction à coût économiquement viable en diminuant la qualité des gisements, eh ben, vous voyez que les réserves doivent augmenter, c'est l'intégrale de cette courbe. Okay, donc vous allez me dire, bah, nos problèmes, il n'y a qu'à continuer, on va continuer à diminuer la concentration des réserves, enfin la concentration des roches exploitées, et puis on a du cuivre encore pour un bon moment. Alors oui et non, parce que c'est là où il y a une deuxième contrainte qui rentre en jeu, et c'est la troisième parce que la première c'était l'opposition sociale. La troisième contrainte ici, c'est l'énergie qu'il faut pour extraire le cuivre. Vous pensez bien que si on a des roches qui sont hyper concentrées, c'est facile. Si on a des roches qui sont moins concentrées, eh ben, c'est moins facile et ça va nous coûter plus d'énergie. Et c'est là où on fait le lien entre énergie et matière première de manière assez évidente. Alors j'ai reporté sur cette figure ici la quantité d'énergie qu'il faut pour extraire 1 kg de métal pour différents métaux présents en différentes concentrations dans la croûte. D'accord ? Donc ici, vous avez des métaux qui sont très dilués, donc très peu concentrés, le platine, l'or, le palladium. À l'autre bout de la comète, ici, vous avez des métaux qui, eux, par contre, sont très concentrés dans les gisements naturels. Le fer, le manganèse, l'aluminium, enfin tous ces oxydes. Le fer, on a des gisements à 50%. Hein. L'aluminium, dans les bauxites, c'est 20%. Voilà. Et quand vous faites cette représentation-là, eh ben, vous avez dans un espace log-log une droite. Donc ça veut dire que l'énergie est une loi puissance de la dilution. D'accord ? Au premier ordre. Maintenant, vous remplacez l'énergie par le prix. À un instant donné. Et là, j'ai choisi l'année 2005. Et vous avez la même chose. D'accord ? Vous avez à nouveau le prix qui est une loi puissance de la dilution. Donc ça veut dire quoi finalement ? Ça veut dire que le prix est directement proportionnel à l'énergie de production. Hein ? C'est pas... Intellectuellement, ça se comprend, même si les économistes ne comprennent pas bien ça, ou en tous les cas, ils ne le prennent pas en compte. Pour eux, les prix, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Ça, c'est un prix instantané. Mais sur le long terme, ce qui fait la valeur de quelque chose, ce qui fait son prix, c'est bien l'énergie qu'il faut pour l'extraire. Donc,
Ici, on a, admettons que ce truc fonctionne, et ça fonctionne. Ça veut dire que si je reste à technologie constante et que je baisse la concentration des gisements exploités, eh ben, je m'attends à monter sur cette droite, le long de la flèche rouge. D'accord ? Augmentation de l'énergie, augmentation des prix. Mais on a une deuxième composante qui est extrêmement importante, c'est l'amélioration technologique. Les industriels ne sont pas fous et ils améliorent leur technologie de production. Et donc finalement, ça, ce qu'on voit, le prix, la relation entre le prix et la concentration, c'est à un instant donné, hein, c'est ce que je vous ai dit, c'est un snapshot, un instantané. Mais au cours du temps, l'amélioration technologique va faire baisser toutes les boîtes à la fois en prix et en énergie. D'accord ? Et donc finalement, l'évolution réelle, à la fois de l'énergie et du prix, bah, ça va être ça va être la somme de ces deux vecteurs. Et ce qu'on peut montrer, c'est que le prix est proportionnel à la concentration multipliée par un coefficient qui est 1 sur l'efficacité de notre processus. Sachant que dans l'efficacité, ici, on a la limite maximum égale à 1, c'est pour un processus qui serait thermodynamiquement à 100%. C'est-à-dire la limite thermodynamique est atteinte quand l'efficacité est égale à 1. Ça va ou vous êtes perdu, non ? Donc, ça veut dire que finalement, si on regarde que le prix et qu'on se met à efficacité égale à 1, eh ben on aura toujours la concentration, la baisse de qualité des gisements qui, de toute façon, va nous faire monter le prix, même à une efficacité énergétique potentiellement égale à 1, on aura toujours cette composante d'augmentation due à la baisse de la concentration. Et c'est ce que j'ai montré ici. Ici, sur cette figure, vous avez le prix réel du cuivre depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, alors en monnaie constante, hein, en dollars constante, on enlève de l'inflation. Et en rouge, ici, vous avez cette composante ici, 1 sur C, pour une efficacité maximum. Et ce que l'on voit, c'est que dans le passé, et c'est là où je veux en venir, hein, en fait. Dans le passé, on a eu une baisse ici du prix. Si vous regardez le prix en 1900 et le prix en 2000, vous voyez qu'on a une baisse au cours du temps. Alors, il y a des yo-yo, hein, il faut pas, il y a eu des crises pétrolières, il y a eu des guerres, il y a eu plein de choses, ça c'est de l'économie. Mais sur le long terme, on a eu une baisse parce que l'amélioration technologique était supérieure, le taux d'amélioration technologique était supérieur au taux enfin, la vitesse de baisse de concentration des gisements. Et puis il y a un moment donné où on n'a plus de place pour améliorer la techno, on bute contre la limite thermodynamique. On ne pourra pas aller plus bas. Ou alors il faut inventer autre chose. Si on continue à broyer les roches de manière mécanique, on n'y arrivera pas. Alors on peut peut-être utiliser d'autres méthodes, hein, je ne sais rien, moi, des lasers, des ultrasons, mais en tous les cas, elles ne sont pas au point pour le moment. Donc si on continue avec ces technos classiques, même en les améliorant, hein, en amélioration technologique incrémentale, eh ben, on bute contre cette limite et le prix du cuivre devrait augmenter. Et ça, on peut le faire pour plein d'autres métaux, c'est ce que je vais montrer. Il y a encore une contrainte supplémentaire, c'est que si le prix, c'est de l'énergie, l'énergie a un prix aussi. Donc si on change le prix de l'énergie, évidemment, on va changer le prix du métal. Donc c'est ce que je vous montre ici. À nouveau le cuivre, vous reconnaissez en gris les données historiques. Et puis en noir, c'est quand on prend notre modèle, là, dont je vous ai parlé avant, mais qu'on prend en compte les variations de prix de l'énergie au cours du temps. Et vous voyez qu'on fit très bien la courbe grise, sauf entre 1950 et 1970, qui est quand même une période très particulière, hein, de reconstruction, et également de reconstruction du secteur minier avec la formation de gros agrégats, etc. Donc ça, c'est de l'économie. Et comme on n'a pas d'économie dans notre modèle, on n'est pas capable de l'expliquer. Mais pour le reste, ça va pas mal. Maintenant, si on regarde le futur, la ligne continue, ici, c'est pour un prix de l'énergie constant dans le futur. La ligne en pointillé, c'est pour un prix de l'énergie qui augmente à 2% par an. Et 2% par an, c'est l'augmentation qu'on observe depuis les années 80, à peu près. Hein. Donc si on continue à augmenter l'énergie à 2% par an, eh ben, on suivra ce prix-là. Alors ce qui est vrai pour le cuivre, c'est vrai pour le platine, hein, utilisé dans les packs, par exemple. C'est vrai pour le nickel, utilisé dans les batteries. Et les seuls métaux qui échappent à cette logique d'augmentation, c'est les métaux de base, manganèse, acier, aluminium, parce que c'est des métaux qui sont encore très abondants, hein, et qui sont extraits de roches dont la qualité ne change pas trop au cours du temps,
comme c'est le cas pour les autres métaux. Okay, donc finalement, ce problème de réserve et la future disponibilité, hein, si on se place d'un point de vue purement comptable, ça va dépendre du prix qu'on sera prêt à payer. Si on est prêt à payer ce prix-là, on n'aura pas de problème de réserve dans le futur, en négligeant les impacts environnementaux, bien sûr. Ce prix de l'énergie, c'est important, et après j'arrêterai avec cette partie-là, mais la dernière contrainte, le prix de l'énergie, on peut travailler dessus aussi, hein, puisqu'on utilise aussi des ressources fossiles. Si on prend le cas du pétrole, par exemple, vous connaissez peut-être l'EROI, ça vous dit quelque chose? Donc l'EROI, c'est Energy Return on Investment, ça veut dire c'est le nombre de barils de pétrole que vous pouvez extraire en utilisant un baril de pétrole d'énergie. D'accord ? Donc, au début du XXe siècle, on extrayait une cinquantaine, on va dire, entre 40 et 50 barils de pétrole en utilisant un baril de pétrole d'énergie. Actuellement, on est à 7, hein, donc il y a eu une chute très très forte. Et on s'attend à avoir, si on continue sur des tendances historiques, à ce que l'EROI continue à descendre. Bon, vous avez les deux scénarios ici, le scénario RTS et le scénario B2DS. Maintenant, c'est la courbe de demande. Donc actuellement, enfin, la demande en pétrole a augmenté de cette manière-là. Actuellement, on est au point jaune. Dans le premier scénario, RTS, on envisage une augmentation de ce type-là. D'accord ? Dans le deuxième scénario, par contre, qui fait la part belle aux énergies renouvelables, on a une très forte diminution de la quantité de pétrole utilisé. Okay ? Donc dans le premier cas, eh bien, on va diminuer la qualité de la réserve de manière beaucoup moins importante ou beaucoup moins rapide que dans ce cas-là. Vous comprenez pourquoi, hein. Dans ce cas-là, on n'utilise quasiment pas de pétrole, donc l'EROI va être le long de la courbe rouge. Dans ce cas-là, on en utilise encore beaucoup, ça va être le long de la courbe noire. Et maintenant, je vous montre le fit en prix qui correspond, hein, puisque l'EROI nous donne l'énergie grise. Dans le premier cas où on continue à extraire le pétrole, on monte à $600 le baril à la fin du siècle, on va dire. Il y a des incertitudes hein, là-dessus. Enfin bon, prenez ça, c'est un ordre d'idée. Dans le deuxième cas, par contre, on reste relativement stable. Donc ça, c'est aussi une dimension, bien sûr, à prendre en compte et qui est contenue dans les scénarios, même si les scénarios ne la prennent pas en compte de manière complète après, ne font pas une analyse complète. Donc nous, c'est ce qu'on propose de faire. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé de production primaire, mais il faut parler de recyclage, bien sûr, aussi, hein, pour les métaux, puisque c'est la grande chance qu'on a, c'est qu'on arrive à les recycler. Je la fais courte. Si on reste sur le cas du cuivre, une durée de vie de 30 ans à peu près dans les produits tout confondus. Et si on admet un taux de recyclage constant de l'ordre de 40% au niveau mondial, actuellement, c'est plus dans les pays développés, mais... On a notre courbe de demande totale et en fait, la demande primaire, effectivement, pique. Alors, on est plus optimiste que nos collègues australiens, mais enfin, on a un pic de production en 2070 qui est plus élevé que ce qu'ils prédisent. Mais on a effectivement un pic de production et le recyclage reste relativement modeste. Donc, quand on en additionne les deux, primaire pour recyclage, on obtient la courbe noire qui est en décrochage par rapport à la demande estimée. Si on veut suivre cette courbe de demande estimée, la seule solution, c'est d'augmenter les taux de recyclage. Et si on arrive à doubler le taux de recyclage d'ici 2100, eh bien là, on arrive à suivre la courbe de demande parce que le cuivre recyclé, la quantité de cuivre recyclé devient supérieure à la production primaire à peu près au milieu du siècle. Et l'avantage, c'est que le recyclage est 80% moins énergivore que la production primaire. Mais le recyclage a aussi, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que le recyclage, il a aussi des contraintes, et une contrainte majeure, c'est le prix. Si le coût du recyclage est supérieur au coût de la production primaire, personne ne va recycler. Okay ? Ce qui était le cas il y a 5-6 ans pour l'acier, par exemple. L'acier primaire chinois était meilleur marché que l'acier recyclé européen. Alors, ce coût de production, c'est pareil. Hein, le coût de production du recyclage, il va être fonction de l'énergie dont on a besoin pour recycler. Et l'énergie dont on a besoin pour recycler, grosso merdo, au premier ordre, c'est une entropie de mélange. C'est-à-dire que si c'est en X, RT log de X, si vous augmentez le nombre de phases à séparer ou si vous augmentez la dilution, eh bien, vous allez augmenter cette énergie. Et en plus, une fois que vous avez séparé tout ça, si vous avez des alliages et qu'il faut séparer les métaux des alliages, vous rajoutez encore une entropie de mélange. Donc on peut le traiter de manière physique, mais c'est un peu tricky quand même, et on n'est pas très précis là-dessus. La deuxième contrainte du recyclage,
c'est que les pays en voie de développement, parce que nous, on est des pays riches, on voit plein de trucs à recycler autour de nous, mais les pays en voie de développement, ils n'ont rien à recycler. La Chine n'a rien à recycler, parce qu'elle n'avait pas d'infrastructure il y a 20 ans. Hein. Donc si on regarde, c'est le cas de l'acier ici, en Chine, hein, en gris vous avez l'évolution historique de la consommation de la Chine, en noir vous avez les résultats de nos modèles, dont une partie en primaire, vous voyez ici en rouge, et une partie en recyclé. Si on prend une durée de vie de 50 ans de l'acier dans les produits en Chine, eh ben, on fait le constat que la Chine pourra commencer à vraiment recycler de manière significative de l'acier en 2040-2050, hein, et pas avant. Okay, la situation est complètement différente en Europe, par exemple. Vous voyez, ça c'est à nouveau la production historique, et puis le modèle en noir, qui est la somme du primaire plus recyclé. La quantité d'acier dans les produits en fin de vie en Europe est très importante. En fait, elle est presque elle est du même ordre de grandeur que la quantité consommée, okay, avec un recyclage à 80%. Donc on voit bien ici que, évidemment, les contraintes sont différentes selon les pays. Et dans le cas de la Chine, qui est le premier producteur d'acier au monde, hein, et le premier consommateur aussi, eh bien, si elle n'a pas assez de ressources sur son territoire, la Chine va chercher ses matières premières ailleurs. Donc sur cette carte, vous avez les patchs de couleurs ici, c'est les pays où la Chine a des droits dans l'industrie minière, que ce soit pour le pétrole, on va dire, et puis pour les ressources minérales. Et vous voyez que toute l'Afrique est couverte de couleurs. Les échanges commerciaux, ça c'était en 2013, hein, donc ça date sur le marché des matières premières entre l'Afrique et la Chine, était de l'ordre de 200 milliards de dollars en 2013. Alors c'est sûrement plus élevé maintenant, avec un réinvestissement chinois sous forme d'infrastructures. Vous savez que la Chine participe énormément à bâtir l'infrastructure pas tous, mais certains pays africains. Donc c'est du colonialisme, hein, accepté, bien sûr, mais c'est clairement comme ça que ça marche. Et puis bon, on a le cas de l'Afrique, mais on peut faire le même constat, évidemment, par exemple en Amérique du Sud et dans d'autres pays. Donc là, ça c'est une dimension géopolitique. On a un paysage géopolitique qui s'est construit depuis le début des années 2000, qui n'est plus du tout le paysage qu'il y avait on va dire, à la fin du XXe siècle. Hein. Et on a un nouveau monde là, qui s'est construit. Voilà, donc en conclusion, voilà, j'enfonce un peu des portes ouvertes. La disponibilité future en ressources minérales, clairement, est préoccupante. Et pas seulement pour les métaux rares. La demande va continuer à croître jusqu'à la fin du siècle, notamment avec l'émergence économique de pays pauvres à forte population, et puis une contribution certaine de nouvelles technologies, alors dans le secteur de l'énergie, bien sûr, mais également dans le secteur du numérique, par exemple, dont je n'ai pas parlé ici. Le recyclage massif est absolument nécessaire. Le prix des métaux et de l'énergie devrait croître, mais ça va dépendre des scénarios, tout ça, comme j'ai essayé de vous le montrer, ce qui va amener de nouvelles contraintes. Hein. Il faudra que, évidemment, les industriels s'adaptent à ça. Les impacts environnementaux vont croître également. Ça va amener des nouvelles contraintes, et ça, je pense que c'est un problème qui est très, très sérieux. Et bon, ma contribution sur le sujet, c'est de dire qu'une estimation raisonnable du futur demande des modèles également raisonnables. C'est-à-dire, c'est des modèles qui sont basés sur de la physique et pas de l'économie, avec les concepts économiques qui existent actuellement, qui souvent ne sont pas raisonnables. Donc nous, on a bâti un modèle qui s'appelle DMANS, hein, Dynamic Model of Energy and Matter, Demand and Supply, dont la philosophie est la suivante, très brièvement. Hein, vous reconnaissez cette partie du diagramme dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc on rajoute là-dessus un passage entre ressources et réserves. Hein, réserves, donc je répète, la partie... le stock qu'on peut exploiter à coût économiquement viable. Et puis, donc ça, c'est toute la partie en noir, c'est la partie, je dirais, matière, hein, physique. Et puis là-dessus, on va mettre un petit peu de flux de monnaie. Donc on est capable ici de vendre un métal sur un marché qui va créer des revenus qui peuvent être investis dans le capital avec une fuite ici, les coûts de production. On fait la même chose pour le secondaire. On a une évolution de PIB, de population, de niveau de vie, de technologie, d'intensité matière qui va contrôler la demande.
Ensuite, la production primaire ici va entraîner une diminution de la qualité de la ressource, une augmentation de l'énergie, modulo l'amélioration technologique, qui va se répercuter sur les coûts de production et sur la vitesse de régénération des réserves, les coûts de production, enfin avec les prix. Les coûts de production vont contrôler le prix, évidemment, puisqu'on ne va pas produire à perte. Ces prix du primaire vont également contrôler le prix du recyclage. Vous vous souvenez? Non, vous ne vous souvenez pas, j'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce qu'actuellement, quand vous achetez du métal à recycler, le métal a une valeur. Hein, et le prix du scrap est fonction du prix du primaire. Donc si vous augmentez le primaire, vos déchets ont de plus en plus de valeur. Et donc ça va favoriser évidemment les taux de recyclage et le recyclage. Les contraintes environnementales et sociales interviennent ici, donc on peut essayer de les modéliser aussi hein, avec différents proxys et puis changer la taille du tuyau là pour répondre à ces contraintes environnementales. Voilà, et donc nous, notre contribution, c'est de bâtir ces modèles-là et j'insiste sur le fait qu'on ne comprend les couplages ici que si on regarde tout le système, quoi. On peut pas, enfin, c'est très difficile de travailler uniquement sur une partie de système-là si on veut avoir une vision systémique. Et puis, évidemment, on ne répond pas à une question complexe avec des modèles trop simples. Moi, j'y crois pas. Voilà, donc j'ai fini. Soit vous êtes complètement gavé, soit je peux vous faire 5 minutes de bonus sur le Covid. Mais c'est vraiment vous qui décidez. Ah, bon, j'ai 2 slides, hein, donc ça sera rapide. Donc l'expérience Covid, je voudrais en parler parce que c'est aussi l'intérêt des modèles. Les modèles, ce n'est pas une boule de cristal où on va dire le futur il sera comme ça, hein, mais ça permet de comprendre comment réagit un système. On a une évolution de PIB par habitant ici et une évolution de population qui nous permettent de calculer l'évolution d'une infrastructure. Hein, vous vous souvenez, c'était ce dont je parlais là, au début là, avec les courbes logistiques. Une fois qu'on a l'infrastructure, on a l'énergie, c'est-à-dire à la fois l'énergie qu'on produit, mais également l'énergie qu'on consomme. Une fois qu'on a l'énergie et le mix énergétique, on va calculer des émissions de gaz à effet de serre et puis une augmentation de la température, okay, enfin un potentiel de réchauffement climatique. Mais si on sait faire ce chemin-là, on est capable de faire le chemin inverse aussi. Et ça veut dire qu'on va pouvoir être capable de tester des scénarios et de recalculer le PIB, et on va être capable également de simuler l'effet d'une crise, et notamment d'une chute de PIB. La chute de PIB, c'est ce qu'on a vu pendant la crise de Covid. Okay, alors, l'expérience Covid, c'est moins 9% de chute de PIB en 2020. Vous avez ici le premier scénario de référence RTS, qui a été bâti en 2017. Donc, ils n'avaient aucune idée du Covid, évidemment. Hein, donc là, j'ai réduit l'échelle. Vous avez ici l'énergie consommée par le transport, par le building et par l'industrie. Et ici, en dessous, vous avez les émissions de CO2. Pareil, à la fois pour le transport, l'industrie, le building, pardon, l'industrie, et là, la production d'électricité. Okay, actuellement, on est sur le point jaune. Donc ça, c'est le scénario RTS. Et en face, je vous mets le scénario B2DS. Donc B2DS, ils étaient super optimistes, on a une diminution de la quantité d'énergie utilisée d'ici 2030. Bon, clairement, on est déjà dans les choux, hein, puisque vous voyez, on est ici actuellement, donc au-dessus du truc. Et puis une baisse des émissions de CO2 le long de cette ligne pointillée. Maintenant, je prends le scénario RTS et je mets un Covid, donc une baisse de 9%. Et voilà les résultats. Avec une baisse de 9%, voilà la quantité d'énergie qu'on n'a pas consommée, hein, donc c'est ce tout petit zigouigoui là, et la quantité de CO2 qu'on n'a pas émise, moins 3 gigatonnes de CO2. Moins 3 gigatonnes de CO2, donc ça c'est ce qu'on calcule, et c'est parfaitement en accord avec les observations indépendantes qui ont été faites. Bon, si on veut suivre les lignes pointillées là, du scénario B2DS, en partant d'un scénario RTS, ben, ça veut dire qu'il faut un Covid par an. Voilà. Tous les ans, il faut qu'on ait un Covid et une baisse de PIB au niveau mondial de 10% à peu près pour suivre ce qui est envisagé dans ce cas-là. Ça, on ne le dit pas hein, dans le scénario LTS, on ne parle pas beaucoup de PIB, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais moi, je vous dis, c'est ça. Et je terminerai là-dessus. Ça veut dire qu'à mon avis, parce qu'il faut donner, on me dit toujours que je n'arrive pas à conclure et que je ne dis pas ce qu'il faut faire, donc j'essaye. À mon avis, le problème des émissions de CO2 et du réchauffement ne sera pas résolu par la seule amélioration des technologies, ça c'est sûr, ou l'investissement massif dans des technos vertes. Il y a
l'exemple que je vous ai présenté avant, je veux dire, il y a une relation forte quand même entre passer vers la sobriété et le PIB. Un autre chiffre que vous pouvez peut-être garder en tête, dans le scénario B2DS, en plus de l'amélioration technologique, de la frugalité, etc., est considéré le carbon capture, donc séquestration de CO2. Il faut séquestrer 270 gigatonnes de CO2, ce qui représente, si vous mettez ça sous forme de calcite, puisque c'est de la séquestration, donc on va transformer le CO2 en une calcite, en un carbonate, ça représente une pyramide de 20 km sur 20 km sur 2 km de haut de calcaire qu'il faut produire pour séquestrer ce CO2. C'est l'équivalent du Cervin, grosso modo. Okay, donc ça vous donne aussi une idée de l'effort à faire. Donc la solution, clairement, ça nécessite de revenir à la frugalité historique qui était portée par les religions, par certains philosophes dans un monde d'antan, et une frugalité historique qui était contrainte en ressources, dans un monde contraint en ressources. La techno nous a permis de nous affranchir de cette contrainte, mais ce n'est pas le bon chemin. Donc une révision profonde, clairement, des modèles technico-économiques existants, qui sont basés quand même sur la croissance pour pouvoir rembourser notamment une dette. Et la croissance verte, à mon avis, doit être comprise comme un remplacement. C'est-à-dire on ne va pas construire des trucs verts en addition de ce qui existe déjà, etc. Il faut faire un remplacement. Et c'est urgent, même si c'est coûteux en ressources sur le court terme, mais on va être gagnant sur le long terme quand même. Donc il faut aller dans cette direction, même si c'est coûteux pour le moment. Il faudra serrer la ceinture. Voilà, je suis désolé, j'étais un petit peu long, mais je vous remercie de ne pas vous être endormi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va vous faire passer un micro. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant. J'ai une question concernant le taux de recyclage. Par exemple, quand un métal peut être recyclé qu'à 40%, est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y ait pas assez d'infrastructures par rapport à la quantité de métal disponible, ou est-ce que c'est quelque chose qui dépend uniquement du procédé de recyclage? Ouais. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui fait que ce taux soit aussi bas? Alors pour le recyclage, il faut d'abord collecter les produits. Et il y a certains produits qui sont facilement collectables, typiquement les batteries des voitures. Si on regarde le plomb est recyclé probablement entre 80 et 90%, parce que la filière de récupération des batteries plomb des voitures est parfaitement organisée, les technos changent peu, etc. Et puis on a d'autres objets qui sont beaucoup plus difficiles à collecter. Je suis sûr que vous avez tous un téléphone portable, un vieux téléphone portable dans un de vos tiroirs et que vous ne ramenez pas au magasin. Moi j'en ai aussi, parce que, je ne sais pas, il y a une espèce de relation particulière avec cet objet. On a dit plein de conneries et on veut le garder ou j'en sais rien. Mais ça, c'est plus difficile à collecter. Donc ça, c'est la première chose. Donc la partie collecte, il faut organiser des filières. Et ce n'est pas si simple que ça. La deuxième chose, après, c'est de désagréger le produit en question. Alors, ça va pour une voiture. Bon, il y a du déboulonnage. C'est plus dur pour un appareil électronique. On ne peut pas le faire à la main, typiquement. Donc, on broie, en fait. Il y a beaucoup de processus de recyclage où on va broyer le truc comme on ferait avec du primaire. Et puis, on essaye de séparer comme ça. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il y a la question des alliages. Comment est-ce qu'on recycle, je ne sais pas moi, du niobium ou c'est quoi, c'est le rhénium qui est utilisé dans les turbines d'avion, ça doit vous parler, ça. C'est des métaux qui sont très dilués et qui sont difficiles à récupérer. Il faut beaucoup d'énergie aussi là, pour séparer les différentes phases. Voilà, donc ça je dirais que c'est un problème physique et de conception des appareils en amont. Donc il y a des gens qui travaillent sur l'amélioration du recyclage en essayant de concevoir des produits faciles à recycler, et notamment dans le cas des métaux. Après qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, pour recycler, il faut aussi garder les produits chez soi et pas faire d'export. Pendant longtemps, on a exporté notamment beaucoup de déchets électroniques dans des pays
ils les recyclaient comme ils pouvaient, mais certainement pas avec des pratiques très respectueuses des contraintes sanitaires et environnementales. Donc, mais c'était moins cher d'exporter. Dans les années 2015, je crois, il y a eu une enquête des douanes dans les ports européens qui montrait que 40% des D3E, donc des déchets électroniques exportés, l'étaient en violation des accords de Bâle. Donc c'était de l'export sauvage. Voilà. Donc il y a ça aussi. Et il est évident qu'on peut, enfin c'est l'observation, dans les pays très développés, enfin, les plus développés, enfin, dans des pays développés, et riches, les taux de recyclage sont plus élevés que dans des pays plus pauvres, on va dire. Donc le recyclage dépend aussi du PIB. Et la troisième, enfin la dernière dimension peut-être à prendre en compte, c'est le risque industriel, à se lancer dans une filière de recyclage. Le recyclage, c'est une activité de flux. Hein. On n'a pas de stock, très peu de stock. Donc si le flux change au cours du temps, la qualité du flux ou n'importe quoi, il faut que le process industriel s'adapte aux nouveaux produits pour être capable de le recycler. Le meilleur exemple, c'est Rhodia, Solvay, pardon, qui s'était lancé dans le recyclage des terres rares à partir de luminophores, de lampes, c'était les anciennes lampes, là, les tubes, comment ça s'appelle, comme les néons, les tubes néons. Voilà. On est passé au LED, il n'y avait plus de flux. Donc ils ont été obligés de fermer leurs usines de recyclage 2 ans après les avoir construites. Donc voilà, il y a aussi cette dimension-là. Donc il y a une dimension techno qui est assez importante. Et l'industrie qui se lance dans un recyclage je dirais, de produits un peu à la marge, même si la valeur ajoutée est importante, prend un risque. Hein. Donc il y a une notion de risque importante là. Voilà. Ça répond à ta question ? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Encore merci pour la conférence. J'avais une question sur l'utilisation du modèle que vous nous avez présenté à la fin de votre présentation. À savoir, je voulais faire rebondir sur la conférence qui avait été donnée hier par Arthur Keller, qui disait que globalement, dans le monde de l'économie aujourd'hui, on utilisait justement ces modèles dont vous parliez qui étaient physiquement absurdes, qui se basaient sur des hypothèses de ressources naturelles illimitées. Et donc je voulais savoir à quel point votre modèle que vous développez en ce moment est répandu ou est en train de se répandre. Alors actuellement, le modèle qu'on a développé, c'est un modèle qu'on appelle biophysique en écologie industrielle. Donc c'est un truc qui est uniquement stock and flow. Enfin, on met un peu de prix, il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de contrainte économique avec un modèle économique sensu stricto. Hein, on est vraiment sur le côté biophysique. Et tout le lien avec les prix, tout ça, ben, on le fait avec l'énergie. Et puis moi, j'avais mis une couche de modèle propre prédateur là-dessus. Enfin bref. Mais ce n'était pas vraiment de l'économie. Alors on travaille avec des économistes, cela dit. On a des collègues qui sont physiciens, donc ils connaissent la physique, et qui basculent vers l'économie. Et donc qui ont une vision à la fois, je dirais, un peu science dure, et puis un peu science plus molle, quoi, plus économiste. Et donc dès que ça devient fumeux, l'économie, ben, ils le voient tout de suite, quoi. Donc on utilise des fonctions de production et des choses comme ça, enfin des fonctions de Cobb-Douglas et des fonctions typiques d'économistes, mais en mettant des unités, et des unités physiques, tu vois, en enrobant ça d'un truc qui tienne à peu près la route. Voilà, c'est ça qu'on fait. Mais je ne suis pas en train de dénigrer mes collègues économistes. Hein. Je veux dire, faut être, c'est un peu facile de dire les modèles économiques ne sont pas bons. Ils font aussi avec leur culture et avec ce qu'ils ont. Donc il faut les écouter. En tous les cas, il faut discuter avec eux. Et puis ils ne sont pas débiles, hein, les économistes. Et ils ont une vision qui est pertinente aussi, mais pas forcément sur la même durée. Voilà. C'est la notion de durée qui est importante. Une petite question sur la substituabilité. Oui, c'est ça, merci Olivier. Des matériaux, parce que là on est sur des matériaux métalliques, donc je comprends bien que pour le cuivre on n'a pas trop de solutions, mais il y a un certain nombre d'autres matériaux pour lesquels on aura peut-être, alors on va parler de biosourcés ou d'autres... Absolument. De la même manière aussi, dans un système complexe,
on a des fonctions essentielles qui sont assurées par des matériaux et des fonctions subalternes qui sont assurées par d'autres matériaux. On prend un véhicule automobile des années 50, alors, je ne dis pas qu'il faille y revenir, mais il y a peut-être une criticité sur certains matériaux qui sont pour des options ou des services subalternes. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Est-ce qu'on a des marges de manœuvre? C'est la même question, les deux questions se rejoignent, bien sûr, puisqu'on peut avoir une substituabilité de composants. On va remplacer un métal par un autre. Alors, dans le cas du cuivre, comme tu le disais, ça va être difficile. Enfin, on peut le faire. Les lignes aériennes haute tension, c'est pas du cuivre, c'est de l'aluminium, aluminium-acier. On peut le faire dans des applications comme ça, mais enfin, s'il faut mettre des conducteurs comme ça pour éviter que la maison brûle, parce qu'on veut utiliser de l'aluminium, ça va être compliqué. Donc la substituabilité élément par élément, ça va être difficile, quoi. C'est probablement difficile, parce que justement, les ingénieurs ont utilisé certains éléments parce qu'ils estimaient que c'était les meilleurs pour les propriétés. Puis après, il y a un autre type de substituabilité, c'est une substituabilité de fonction, effectivement, comme tu le dis. Donc on peut remettre des manivelles, hein, ça nous évitera de mettre des aimants permanents dans les moteurs qui lèvent et qui baissent les vitres, pareil pour les sièges, pareil pour tous ces trucs-là. Bien sûr, moi, personnellement, je ne peux être que partisan d'évacuer la majorité des gadgets, notamment d'une voiture. Une voiture, on ne prend pas ses vacances dans une voiture, soyons bien d'accord. Normalement, ce n'est pas pour prendre du bon temps, c'est pour aller d'un point A à un point B. Donc pour aller d'un point A à un point B, on peut utiliser une bagnole électrique qui pèse 2,5 tonnes, qui monte à 200 km/h, ou on peut prendre une Zoé, hein, voilà. Donc il y a toute cette réflexion évidemment à avoir, mais ce qu'il y a derrière après c'est des arguments de vente et des arguments commerciaux. Pourquoi est-ce que les constructeurs produisent peu de véhicules basiques? Parce que probablement ils se vendent moins que des véhicules avec plein d'options. Voilà. Donc ça passe aussi par une réflexion de la personne qui achète. Quand j'étais petit, tu t'en souviens aussi, puisqu'on a quasiment le même âge, on avait, au moment des chocs pétroliers, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Tu te souviens de ces... Moi, ça m'a vachement marqué. Je voyais ces petits documentaires-là de quelques minutes le soir. J'avais une dizaine d'années, je m'en souviens encore. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça actuellement? Pourquoi est-ce qu'on n'a que des pubs de bagnoles le soir, avec plein d'options, mais il n'y a jamais de message officiel, gouvernemental, qui nous dirait « ouais, mais faites gaffe, enfin, faut qu'on apprenne à consommer moins ». On a complètement perdu cette culture. C'est étonnant, alors qu'il y a, je sais pas, dans les années 70-75, on l'avait, cette culture, à cause d'un choc pétrolier. Donc il faut un choc, vraiment, pour qu'on arrive à réagir. Et attendons ce choc, il va venir, hein, c'est sûr qu'il va venir. Enfin, je me suis un peu éloigné de la question initiale. Merci pour votre conférence. Moi, j'ai une question justement sur le choc, ou en tout cas la limite de pétrole qu'on atteint, enfin, qui est prédit depuis quelque temps, un peu repoussée avec l'arrivée du pétrole de schiste. Mais puisque toute l'extraction des matériaux, également le recyclage, sont dépendants de nos ressources en pétrole, je vois vos évolutions jusqu'en 2080, jusqu'en 2100, mais est-ce que c'est vraiment pertinent, sachant qu'on est forcément limité par cette ressource-là? Voilà. Et du coup, je doute aussi pour le recyclage à cause de ça, toujours à cause des ressources en pétrole. Alors pour le recyclage, la question est un peu différente, mais dans le cas du pétrole, tu l'as très justement dit, on recule un peu l'échéance. En fait, c'est pas un peu. Hein. Le pétrole, on en parle depuis très longtemps, hein, du pic pétrolier. Et puis si tu regardes les publis passés, tu t'aperçois que tu as un pic pétrolier en 90, un en 2000, un en 2010, etc. Et puis on l'a toujours pas vu. Par contre, on a une inflexion clairement de la production. Mais ce n'est pas dû à un manque de réserve, ça. C'est un pic de demande. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on peut espérer atteindre un plateau, et il n'y a pas besoin d'aller très au-delà de ce plateau, parce que voilà, on a assez de pétrole pour faire rouler toutes les bagnoles, etc. On en est probablement encore loin, on n'est pas arrivé sur ce pic-là, mais on observe quand même une inflexion.
On observera encore une stabilisation, voire une décroissance, si on passe dans un monde électrique. Et ça ne sera pas un problème de réserve non plus. Hein. Ça sera remplacer une ressource par une autre. Le pétrole, la fin du pétrole, moi je ne la vois pas. Je ne nie pas le fait qu'on n'a quasiment plus de pétrole conventionnel. Enfin, en tous les cas, on a eu un pic de production de pétrole conventionnel et tout ça. Mais on est passé à autre chose. Et on a d'autres réserves qui sont de moins bonne qualité, mais c'est comme pour les métaux, on a encore des réserves de pétrole. Et toutes les compagnies pétrolières sont d'accord là-dessus. Hein. Au moins jusqu'à 2050, il y a zéro problème. Et puis après, on verra. Mais enfin, bon. N'oublions pas que le réchauffement climatique est délétère, c'est certain, mais ça aussi, pour certaines personnes, c'est aussi intéressant, parce qu'au niveau du cercle arctique, il y a beaucoup de ressources et qui deviennent accessibles hein, avec la fonte des glaces. Donc là aussi, il y a une espèce de terra de moins en moins incognita, mais en tous les cas qui est pleine de ressources. Voilà, donc moi je ne vois pas la pénurie à cause d'un manque de ressources. Dans un futur, on va dire, jusqu'à 2060. Après, c'est difficile quand même de faire des prévisions, mais voilà. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le stock qui nous limite pour les prochaines décennies. Mais il faut voir plus loin. Hein. Les prochaines décennies, c'est nos enfants, quoi, nos petits-enfants. Et en 2200, on va faire comment? On ne veut pas s'arrêter, la Terre, elle ne s'arrête pas en 2100. Donc on ne fait que repousser le problème plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper. Mais je ne suis pas certain, et je suis de moins en moins certain que la réserve pétrolière soit un frein majeur. Et pour le recyclage, oui, excuse-moi, pour le recyclage, ouais, alors le recyclage, c'est quand même différent. Hein, on peut le faire avec l'électricité, typiquement le recyclage. La refonte de l'acier et tout ça, c'est fait dans des fours électriques, hein, et pas dans des fours à charbon, comme cela a pu exister, notamment pour le primaire. Voilà, donc non, je vois moins la connexion pour le recyclage. Si je peux me permettre sur le pétrole, peut-être que de point de vue global, ça peut se discuter, mais du point de vue dépendance géostratégique, ah bah oui. Et l'Europe en particulier. Bah oui, mais c'est vrai depuis l'après-guerre, hein, ça. Oui, mais c'est peut-être plus aigu encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, l'Europe a à peu près 50% de ses fournisseurs qui ont passé leur pic. La Norvège, tu veux dire? Mais pas que. Enfin, ouais. Non, mais au sein de l'Europe, la production de pétrole au sein de... La Norvège, Royaume-Uni, tout ça, ils ont passé leur pic depuis pas mal. Tout à fait. Il n'y a pas que comme fournisseur. Ah ben, il n'y a pas que, absolument. Mais ça a toujours été le cas. On a toujours importé du pétrole. Alors effectivement, il y avait le pétrole norvégien, peut-être qu'on en aura moins. Mais bon, on a toujours fonctionné comme ça. Le gaz, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment une donnée nouvelle? Non. Le fait que ça soit qu'on importe des ressources énergétiques, en tous les cas en France, c'est pas nouveau. Non, mais qu'on soit dépendant de pays qui ont passé leur pic, ça c'est nouveau. Oui. Et surtout à plus de 50%. Quand il y en avait 1, 2, quand le Royaume-Uni a passé son pic, la Norvège a fait un peu après. Bon, ok, mais il y avait d'autres fournisseurs, tandis que maintenant il y a plus de la moitié des fournisseurs qui ont passé leur pic. Moi, je ne nie pas du tout que... Il y a une captation du pétrole global qui va se faire à d'autres positions du globe. Absolument. Ouais. Ça, c'est clairement la tendance. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas? Bah oui, c'est un problème, oui, on est dépendant. C'est une contrainte supplémentaire. Oui, c'est une contrainte supplémentaire, absolument. Absolument. Mais c'est pas le pétrole, le robinet est fermé parce qu'il n'y en a plus, quoi. C'est plus compliqué que ça. Avec des enjeux économiques et des enjeux stratégiques et des enjeux géopolitiques et tout ce que tu veux, bien sûr, derrière. Ça fait aucun doute, bien sûr. J'ai une question, est-ce que dans les modèles, puisqu'il y a l'aspect efficacité énergétique, globalement, nos ingénieurs, c'est ce qu'on demande actuellement, c'est ce qu'on demandait un petit peu avant. Il y a l'aspect décarbonation qui vient en plus en ce moment.
Mais dans le modèle technico-économique existant, quand on fait de l'efficacité énergétique, on fait 2 fois plus de produits, voilà. Les effets rebonds. Ouais. Est-ce qu'ils sont pris en compte? Ils sont pris en compte dans ce modèle-là, ouais. Tu veux dire? Non, ils ne sont pas pris en compte parce qu'on n'est pas à cette granulométrie-là, en fait. C'était la même question sur le modèle voilà, le côté économique. Oui, mais les effets rebonds, c'est très difficile, c'est très difficile à prévoir. Un effet rebond typique, c'est le passage des écrans plats, enfin des écrans cathodiques aux écrans plats, par exemple, qui consomment beaucoup moins, mais on en met partout, des écrans plats. Donc effectivement, l'effet rebond, il arrive quand la technologie devient de plus en plus bon marché. Et là, il y aura toujours des gens pour trouver des applications auxquelles on n'avait pas pensé avant. Voilà. Mais pour mettre ça dans un modèle, c'est pas tout à fait simple. Pas tout à fait simple parce qu'en fait, nous, on n'a pas de lien entre, je dirais, prix et intensité d'utilisation. Voilà, c'est ça qui manque. En fait, on a des liens, des évolutions logistiques des infrastructures, on a des liens avec une amélioration technologique et une intensité d'utilisation. Donc, le produit des deux, nous faisons une consommation annuelle, par exemple, mais la vitesse à laquelle on change l'intensité d'utilisation, ça, on ne l'a pas. Enfin, elle est contrainte de manière exogène, purement exogène. Elle n'est pas interne au modèle. Voilà. Donc, pour ça, c'est difficile. On peut imposer un effet rebond, mais on ne peut pas le simuler, enfin le prédire. Voilà. Merci. Bonsoir. Premièrement, merci pour le temps que vous nous accordez. Ensuite, j'ai une question qui est un peu proche de celle qui vient d'être posée. Est-ce que dans vos modèles sont capables, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, de simuler et de prendre en compte des choix qui ne sont pas le fait d'effets d'offres de demande et qui sont du fait de choix globaux, comme par exemple, on pourrait imaginer que d'ici peu, bon, c'est peu probable, mais que une organisation internationale décide d'un seul coup que dans certains endroits du monde, on interdise l'extraction de certaines ressources ou ce genre de décision globale. Est-ce que c'est possible de le simuler avec vos modèles? Oui. Alors, la question que tu poses, c'est la question des politiques publiques, en fait, des policies. Alors, on peut le simuler si on a un narratif. C'est-à-dire que nous, on lit des scénarios actuellement existants, type IEA, ou alors on joue sur la population et le PIB. On n'a pas de scénario, on fait varier la population PIB, puis on regarde ce qui se passe. Mais on peut mettre des contraintes additionnelles qui vont nous dire, ouais, effectivement, j'ai une diminution de l'extraction d'un certain métal pour une raison X ou Y, mais qui peut être une décision politique, par exemple. Et là, on a besoin d'un narratif qui nous décrive l'évolution qui est envisagée, que l'on peut traduire en évolution énergétique. D'accord ? Puisque ce qu'on lit, nous, c'est des scénarios de l'énergie. Donc si demain, l'effet d'une politique publique est de diminuer la consommation de pétrole, par exemple, de 5% par an pendant 20 ans, ça c'est facile à le mettre dans le scénario. D'accord ? Mais sinon, c'est plus difficile. C'est pas on n'a pas de feedback immédiat entre, je ne sais pas, par exemple, une certaine surface minière qui est atteinte, une opposition sociale qui se traduit en décision politique qui interdit l'extraction. On n'a pas toute cette boucle-là. Mais par contre, on peut dire, on bloque, dès qu'on dépasse, je sais pas moi, 100 000 km² occupés par des mines de cuivre, on bloque le cuivre. Ça, on peut le faire facilement. Ça répond à ta question ou pas? Et est-ce que vous... si, ça y répond sur le fait qu'on puisse le modéliser. Et est-ce que c'est un peu le cas forcément avec vos deux modèles RTS et le second dont j'ai oublié le nom. B2DS, ouais. Et donc c'est une question de... Alors ces deux modèles, tu vois, typiquement RTS et B2DS, il y a les politiques qui sont incluses dedans et qui ont été digérées par l'IEA,
l'Agence internationale de l'énergie, qui retranscrit ça en une évolution de consommation énergétique. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Après, il y a d'autres modèles, des Integrated Assessment Model, IAM, qui, eux, prévoient des loops de rétroaction assez compliqués, et donc qui sont capables de modéliser un point particulier d'une politique publique qui serait mise en œuvre sur tout le système. Voilà. Souvent avec des relations un peu empiriques, donc difficilement contrôlables. Mais la logique, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Nous, ce n'est pas notre cas. J'ai une autre question également sur le modèle. C'est sur la petite partie encadrée qui était environnemental effect. Ouais. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'à partir de différentes évolutions, on peut modéliser la croissance ou une décroissance ou autre et voir des aspects environnementaux. Est-ce qu'il y a une prise en compte, enfin, du coup, est-ce qu'on peut voir l'évolution des émissions de gaz à effet de serre en fonction des entrées avec votre modèle? Et une autre chose qui serait sans doute très compliquée, mais intéressante, l'évolution pour tout ce qui est biodiversité. Je m'explique notamment en fonction des terres exploitées, on a un lien avec l'artificialisation des sols. En fonction de l'eau utilisée, par exemple, une baisse de la faune, voilà ce genre de choses. Est-ce que vous envisagez de faire ce type de lien? Parce que ce serait un super outil d'aide à la décision là-dessus. Oui, toute la partie émissions de gaz à effet de serre, j'ai essayé de le montrer un peu. Oui, ça c'est pris en compte, donc ça varie en fonction du mix énergétique, etc. Enfin, puis des différentes technos et de leur efficacité. Ça c'est inclus, donc c'est CO2 et méthane. Les autres indicateurs, typiquement des ACV, on n'a pas la liste complète. Bon, la biodiversité peut en faire partie, tu as plein d'indicateurs, on a des spécialistes là. Par contre, on ne sera jamais aussi pointu qu'une ACV, qui, elle, décrit tout le processus industriel et les processus industriels mis en jeu jusqu'au produit fini depuis les ressources. Ça, on ne sera jamais aussi précis et on ne veut pas être aussi précis que ça, parce que les processus industriels sont vraiment en fonction des produits. Ça ne va pas être le même déjà entre différentes bagnoles, donc t'imagines, si on rentre dans ce détail-là, on ne va pas s'en sortir. Mais on a une possibilité d'agréger, enfin de raccourcir tout le processus industriel en un chiffre qui sera représentatif d'un impact moyen environnemental et de faire varier ça au cours du temps. Voilà. Donc on n'aura pas la description complète, mais on aura quand même un chiffre qui sera basé sur des ACV, et donc une analyse complète du système. Et on fera évoluer, l'efficacité énergétique ou les intensités matières, ou ce que tu veux au cours du temps, pour regarder comment ce processus va évoluer au cours du temps. Mais ça ne permet pas de prendre en compte les nouvelles technologies, et les technologies émergentes, et toutes les technologies de rupture, on ne peut pas les prendre en compte facilement dans le modèle, quoi. Voilà. Mais oui, la partie environnementale, on travaille très fort dessus, là, actuellement. Ouais, bien sûr. Après, le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'il faut être quand même vigilant quand on donne les résultats d'un modèle, parce que les résultats risquent d'être utilisés justement comme argument d'évolution de politique publique et de choses comme ça. Et si les incertitudes du modèle, mais pas les incertitudes seulement le plus ou moins, les incertitudes inhérentes même à la fabrication du modèle et à la possibilité des évolutions des technos n'est pas bien prise en compte, ou plutôt si la personne qui s'approprie les résultats, enfin qui intègre les résultats, n'a pas conscience de ça, c'est dramatique, parce qu'on peut avoir un éventuel infléchissement de politique sur des raisons qui sont complètement fausses ou qui ne sont pas complètes ou qui sont. Voilà. Donc il faut être vachement prudent avec ça, vraiment.
Vous venez de parler des technologies de rupture qui ne sont pas prises en compte dans votre modèle, mais cependant, il y a quand même des nouvelles technologies dans le monde de l'énergie qui sont en développement. Donc, on entend beaucoup parler du développement de l'hydrogène dans le transport. On entend aussi parler des biogaz, du biométhane ou ce genre d'énergie, avec différents niveaux de technologie qui sont en développement. Quand vous parlez de technologie de rupture, jusqu'à quel point d'avancement technologique est-ce que vous vous arrêtez de considérer, de pouvoir essayer de l'implémenter dans vos modèles? Typiquement, l'hydrogène, c'est un bon exemple. L'hydrogène, on ne l'avait pas pris en compte, donc là, on le prend en compte maintenant. On va prendre quoi comme techno d'hydrogène? Qu'est-ce que je prends comme pack? Est-ce que je prends juste une pile à combustible classique? Je mets quoi pour produire l'hydrogène? Je mets un électrolyseur, je fais du réformage d'hydrocarbures, je fais de l'électrolyse de l'eau, je prends de l'hydrogène natif, il y a des sources aussi. Voilà, donc toutes ces technos qui ne sont pas très matures, on peut, tous ces secteurs qui ne sont pas très matures, on ne peut les analyser qu'avec les technos actuels. C'est vachement dur de faire de la projection. Et voilà, donc on va faire une prédiction, et puis on va dire, il faut tant de gigawatts d'électrolyseurs, ça contient ça, voilà ce que ça va faire. Ouais, on peut le faire, on peut tout faire. Mais dans le cas particulier de l'hydrogène, il y a quand même un peu de flou, quoi. Les technos sont vraiment pas matures. Puis il y a le prix aussi des technos, la pénétration. On n'est pas prêt d'avoir une bagnole à hydrogène compétitive avec un moteur thermique classique, même électrique. Je ne sais pas, moi je ne suis pas ingénieur, mais j'ai l'impression que les technos, ils sont quand même loin d'être matures et que le prix est encore très élevé pour avoir une espérance de diffusion rapide, quoi. Voilà. Et puis ça va être en compétition avec l'électricité, donc comment ça se passe, comment je fais, moi je ne sais pas trop, quoi. Voilà. Et donc par rapport à ces incertitudes que vous pouvez avoir sur l'hydrogène ou sur d'autres types d'énergie en développement, vous préconiseriez justement plutôt d'avoir une démarche de recherche très diversifiée dans les différents secteurs de l'énergie, ou justement est-ce qu'il y a quand même, selon votre opinion personnelle, un projet qui est plus porteur, qui est plus vecteur que d'autres? Donc là, tu veux dire vraiment dans la partie technologie, pas dans la partie modélisation. Oui, dans la partie technologie. Oui. Technologique, ouais. L'hydrogène, c'est quelque chose qui est sûrement très important. D'ailleurs, il y a un PEPR là-dessus, enfin un gros plan d'action là-dessus au niveau du CNRS, avec plein de labos. Tu en fais partie, Anthony. Donc c'est clairement une technologie c'est un secteur, on va dire, parce qu'il y a une technologie, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un vecteur énergétique très important, c'est clair, avec plein d'applications possibles, qui peut être branché derrière une éolienne, mais qui peut aussi être alimenté, je le répète, par de l'hydrogène natif, donc produit naturellement. Nous, on étudie beaucoup ça. Voilà, donc effectivement, c'est un vecteur d'énergie tout à fait prometteur, ça c'est sûr. Mais on voit bien ce qui s'est passé aussi. Total avait dit il y a 2 ans, hydrogène, niet, on s'en occupe pas. Et puis maintenant, ils disent l'inverse. Voilà. Donc tout ça évolue super vite. Et voilà, moi je pense, alors si la question c'est de savoir ce qu'il faut faire, moi je ne suis pas le messie. Mais par contre, j'aurais tendance à dire que, d'un point de vue intellectuel, il faut travailler, oui, sur toutes les filières possibles. Ça, c'est très clair. Et mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est très risqué. Mais y compris le nucléaire. Je pense qu'il faut aussi continuer à travailler sur le nucléaire. C'est clair. Donc, par exemple, le fait de mettre tous ces œufs dans le même panier, ça finira peut-être par amener des problématiques justement de limite de ressources naturelles propres à tel ou tel pays. Oui. Par exemple, est-ce qu'on est capable de faire de l'hydrogène en telle quantité voulue en France avec des ressources françaises, ou est-ce qu'il falloir encore importer des ressources premières pour faire ces infrastructures de l'hydrogène? Pareil, je dis ça parce que cet été, j'ai lu un rapport de l'ADEME qui disait qu'on avait les ressources naturelles en France pour faire passer notre consommation énergétique de gaz naturel à 100% de gaz vert, avec des usines de méthanisation un peu partout en France. Donc c'est un projet très, très ambitieux. Mais on va effectivement arriver avec un problème de répartition des capacités et des potentiels énergétiques des pays qui ne sont pas les mêmes suivant l'énergie qu'on considère. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et moi, j'ai pas d'idée là-dessus. Enfin, j'ai pas d'avis très tranché là-dessus. On peut imaginer des scénarios, et l'ADEME le fait très bien, hein, ils font plein de scénarios. Après, c'est beaucoup plus difficile, donc c'est des scénarios qui sont technologiques, hein, qu'on soit bien d'accord. Après, c'est beaucoup plus difficile d'estimer l'impact social de ces scénarios. Donc, si on fait un scénario technico-économique qui est très solide, etc., quelle est sa validité, en fait? Et on n'a fait qu'une partie du chemin, quoi. On ne va pas décider d'un clair. Enfin, ça se fait plus. Ça s'est fait autrefois. Quand on est passé au nucléaire, c'est quelques personnes qui ont décidé ça. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à faire maintenant. Et faire un scénario qui n'est pas ancré dans une réalité sociale et des contraintes sociales, à mon avis, ça a peu de sens, quoi. C'est un exercice intellectuel intéressant, mais si c'est pour qu'in fine, il y ait une opposition sociale totale au truc, enfin, un exemple typique, c'est quand même les éoliennes, là, le parc de Saint-Brieuc. Là, vous savez combien on a d'éoliennes offshore en France? Une. Deux peut-être même, je crois. Il y a quelqu'un qui m'a repris, qui m'a dit deux l'autre jour. Bon, c'est en commune mesure quand même avec des pays comme le Royaume-Uni, le Danemark, etc. On a deux éoliennes. On veut faire un parc d'éoliennes et on voit tout de suite la levée de boucliers qu'il y a eu, notamment de la part des pêcheurs. Moi, j'ai rien contre les pêcheurs, hein, évidemment, mais donc on voit bien tout de suite l'effet d'action-rétroaction. Et quand on arrive au débat public, je veux dire, c'est trop tard. Ça se prépare en amont, tous ces trucs-là, et bien en amont. Donc il faut impliquer les gens dans cette réflexion et pas prendre tout le monde pour une truffe. Donc les gens, ils ont des choses à dire aussi, ils ont des choses à nous raconter. Et les sociologues nous expliquent ça très bien, en fait. Hein. Ils inversent le problème, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de scénario de l'énergie techno, et puis après qu'on décline au niveau des gens en leur disant, en leur expliquant pour qu'ils acceptent, mais eux, ils renversent le problème. Ils disent non, on parle d'abord d'un futur souhaitable qu'on va définir tous ensemble, et puis après, on déclinera ça en scénario. Et moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était du flan, et puis de plus en plus, ils commencent à me convaincre que c'est une solution qui serait pas mal. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à propos des petits... Tu sais, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, quoi. Je sais pas, c'est une espèce de ritournelle qui peut rentrer dans l'inconscient collectif, et pourquoi on ne fait pas ça? S'il n'y a même pas ça, c'est désolant. Donc voilà, donc les scénarios, encore une fois, hein, ça engage que les gens qui les font, quoi. Deuxième question, on voit l'aspect eau utilisé sur le cycle de l'eau. Enfin, si j'essaye de voir ce qui est bottleneck dans les flux, cycle de l'eau avec les impacts climatiques, etc., comment on s'en sort? Voilà. Ouais, alors je commence par le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, en fait, c'est un truc qui est quand même régional. Hein, donc ça va être très différent selon les pays. Donc travailler au niveau global, oui, enfin, il y a plein de gens qui le font, moi je ne travaille pas particulièrement là-dessus, mais il faut quand même considérer la dimension très régionale et les contraintes seront différentes. Hein. C'est comme les autres ressources, t'en as ou t'en as pas, mais dans le désert, c'est plus dur d'avoir de la flotte que, tu as compris. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder les connexions entre le cycle de l'eau et les ressources minérales, par exemple, et la notion de quantité d'eau dont on a besoin pour produire du cuivre, par exemple, au Chili ou dans des coins comme ça, hein, où la contrainte, c'est pas seulement la ressource, hein, et c'est finalement peu la ressource pour le moment, c'est surtout l'électricité dont on a besoin et la flotte. S'il faut monter de l'eau de mer, la désaliniser à je ne sais quelle altitude, etc., enfin, là, ça devient pharaonesque, quoi. Donc ça, c'est intéressant de regarder la connexion, l'interplay entre les différentes ressources. Pardon ? L'aspect systémique. L'aspect systémique, bien sûr, avec toutes les incertitudes que ça a, mais déjà d'essayer de faire des couplages comme ça, je pense que c'est une voie vachement intéressante. On travaille avec des gens, par exemple, qui eux, s'intéressent au lithium, les isotopes du lithium, tu vois, au niveau des côtes maritimes.
et essayer de remonter à la production de lithium, si tu as une gigafactory, si tu as différents trucs comme ça, avec ces aspects de modélisation, tu vois, de voir des connexions de ce type-là, donc ça, on le fait. Mais on ne va pas beaucoup plus loin, parce que c'est très compliqué, en fait. Après, pour l'aspect sciences sociales, alors, il y a plusieurs réponses. Oui, enfin, les sociologues, ils m'éclairent, c'est-à-dire ils amènent un discours qui est pas celui qu'on pratique d'habitude, donc c'est sympa. Bon, c'est pas toujours compréhensible. Enfin, pour moi, en tous les cas, il y a des problèmes de compréhension, quoi. Quand on te reprend sur tous les mots parce qu'on ne comprend pas, enfin, c'est pas la définition commune, moi ça me gave, franchement. Et puis, l'autre difficulté, je trouve, c'est cette volonté de ne pas quantifier, c'est-à-dire de rester dans un aspect qualitatif plutôt que quantitatif. Moi, si je veux pouvoir intégrer des aspects SHS dans un modèle de ce type-là, bah, j'ai besoin d'un proxy, quoi. J'ai besoin d'un proxy avec une... Tu vois, ça varie entre 0 et 5. Alors 0, c'est je vais me suicider. 1, c'est je suis pas bien. 2, c'est je me sens pas mal. 3, je suis super. Voilà. Tu vois, ce genre de choses. Et puis d'avoir des limites. C'est-à-dire, tu dis à un moment donné, quand je dépasse un certain seuil, bah, je change mon curseur. Et ça a ses implications et on fait des feedbacks. Voilà. C'est la manière dont on travaille. Et bah, c'est dur, hein, de trouver des collègues qui veulent bien aller dans cette direction-là. Des sociologues hétérodoxes? Ouais, je dirais pas ça, mais je dirais pas hétérodoxe, mais qui acceptent, parce qu'il y a une raison, hein, fondamentale derrière de dire je ne veux pas mettre de chiffres, c'est de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas mesurables aussi. Et moi j'accepte ça, hein, il y a des choses qui effectivement qui ne sont pas mesurables. Le comportement d'un individu, ce n'est pas le comportement du groupe, tout ça va changer de manière très violente, enfin très flagrante en fonction du contexte et tout ça. Donc arriver à cette finesse-là, je comprends que ça peut embêter des gens, parce que nous, on y va à l'âche, hein, après, c'est-à-dire on ne fait pas dans le détail, quoi. Voilà. Donc, mais petit à petit, je pense que ça va venir, que les communautés, en tous les cas, tentent de se rapprocher sur des sujets de ce type-là, clairement, essayent de discuter ensemble. Pas toujours facile. Mais... Merci. Alors, une question très simple, parce que il y a eu beaucoup de questions compliquées. Mais j'ai peut-être pas suivi au début. Mais est-ce que vous avez expliqué pourquoi vous faisiez ce modèle? Est-ce qu'il venait commandé de quelqu'un ou ça venait de vous ou, voilà, très simplement. Alors, l'histoire, elle est bon, je ne vais pas vous la raconter dans le détail, mais moi, je ne m'intéressais pas du tout à ces trucs-là il y a une dizaine d'années. Hein. Je faisais autre chose. Bref. Le CNRS m'a demandé de prendre la coordination d'un ERANET, donc c'est un réseau européen, qui s'appelle ERAMINE, qui était le premier ERANET sur les matières premières et les ressources minérales pour l'industrie. Ça s'appelait comme ça. J'y connaissais rien, mais enfin, bon, on va apprendre des choses. Donc, on a commencé à travailler. Voilà. Et c'est là-dessus que j'ai pris conscience d'abord des enjeux, hein, associés aux matières premières. Et moi, j'étais plutôt intéressé par l'énergie, en ayant fait de la thermodynamique pendant un certain nombre d'années. Donc, le lien entre énergie et matières premières, il m'a sauté aux yeux, enfin, même sans rien y connaître, tu vois, c'était assez évident. Donc, j'ai commencé à développer un premier truc, enfin, des feuilles Excel, hein, pour faire des bilans de matière. Voilà, et on avait publié un petit papier qui a très, très bien marché. Et donc, voir la résonance, tu vois, d'un travail en coin de table qui avait bien marché, finalement, bah, ça m'a incité à continuer. Et puis de proche en proche, bah, tu t'aperçois qu'une question relativement simple devient rapidement compliquée à cause de justement toutes ces dimensions de couplage et d'un truc comme ça, puis que tu ne peux plus faire ça avec une feuille Excel, quoi. Donc tu passes après à des équadifs, puis ça devient de plus en plus compliqué. Et intellectuellement, moi j'aime bien ce qui est compliqué. Donc, et j'aime bien les modèles, et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et puis après, bah oui, on a été financé quand même par l'ADEME, on a été financé par
l'ANR, par des gens comme ça. J'ai un thésard qui est payé par le Shift, par le Shift Project de Jean Covici. Il y a, voilà, et puis on monte petit à petit des trucs. Donc, ce qui m'a incité à continuer sur cette thématique-là, c'est finalement l'appétence des gens pour avoir de l'information et finalement la résonance qu'il y a. Voilà, je suis invité ce soir à vous parler de ça. J'aurais pas été invité pour vous parler des chlorides, quoi, ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt valorisant. Mais le but final, c'est pour des décisions politiques ou Le but final, c'est de faire un modèle qui tienne à un autre sens la route, qui prenne en compte toutes les dimensions. Donc ça, c'est purement artistique, je dirais. C'est faire un modèle beau, élégant, adapté. Et après, les gens, ils s'en emparent ou pas. Moi, encore une fois, je ne suis pas le messie. Je ne vous dirai pas ce soir, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. J'en sais rien. J'en sais rien, parce que quand tu vois la diversité des solutions que tu peux avoir pour une question unique au départ, en faisant jouer des petits paramètres, franchement, je pense qu'il faut être super vigilant. Mais déjà, si on a un modèle robuste qui permette d'expliquer les couplages et les feedbacks et ces trucs-là, c'est déjà pas mal. Et moi, je voudrais déjà arriver à ça. Et puis après, le faire par région. Tu vois, là, il y a 10 régions. Le monde est couvert de 10 régions. Voilà, donc on voit les différentes régions. Et ce qui n'a jamais été fait, et qu'on essaye de faire là actuellement, c'est de reproduire les flux entre les régions. C'est-à-dire, tu peux avoir des flux migratoires, des gens qui vont d'un pays pauvre vers un pays riche. C'est jamais l'inverse, ou alors c'est dans des camps de concentration là, au bord de la mer, mais c'est toujours des gens de pays pauvres qui viennent dans les pays riches, et on comprend pourquoi. Tu peux avoir des gradients de... Donc ça, c'est un gradient de richesse. Tu peux avoir un gradient de ressources. C'est-à-dire, nous, on est pays importateur et on importe de pays qui ont beaucoup de ressources. Donc, tu as un gradient de ressources, donc c'est pareil, tu as un flux. Donc, c'est de faire le lien entre ces différents gradients et les flux. Ça peut être des flux de machines, ça peut être des flux de gens, ça peut être des flux d'idées, ça peut être des flux de monnaie, ça peut être... Voilà, il y a plein de flux différents. Et si on arrive à comprendre ça, je pense qu'on peut faire un pas supplémentaire vers une compréhension systémique, comme tu disais, globale du système et de ses dynamiques. Et ça permet aussi d'accéder à la notion de risque. Le risque, c'est une vulnérabilité multipliée par un aléa. Donc c'est la probabilité d'un accident multipliée par les conséquences de cet accident. Bon, un accident, c'est quoi? C'est demain, j'ai plus de pétrole. Voilà. On a un problème majeur géopolitique. On coupe le flux de pétrole qui vient du pays, là, qui se termine en ce temps, et qui vient chez nous. Et donc, comment, après, le système se réadapte? Quelle est notre capacité de résilience, etc. Donc, évaluer le risque, et le risque, pas le risque avec une unité. Donc, ça peut être une unité monétaire, si c'est les conséquences monétaires. Ça peut être une unité de nombre de petits oiseaux, si c'est des conséquences en nombre de petits oiseaux. Voilà. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Mais c'est la seule manière d'aborder raisonnablement la notion de risque. Et de criticité, où on parle beaucoup de criticité des métaux, et c'est fait vraiment à la louche, quoi, actuellement, au niveau européen. Donc, je pense qu'on peut aller plus loin là-dessus. Voilà. Donc, si on a un beau modèle comme ça, avec plein d'équations bien foutues, bien contraints par des données historiques, parce qu'un modèle, si tu n'es pas capable de reproduire le passé, il y a peu de chances que tu sois capable de prédire l'avenir. Donc nous, on démarre de 1950 jusqu'à 2015 et on essaye de tout fitter. Et c'est un boulot énorme, parce qu'il faut récolter les données et tout ça. Voilà. Donc si on arrive à faire ça déjà, moi je serais content. Et puis les gens, après, ils en feront ce qu'ils en voudront, mais le modèle, il est public, tout le monde peut s'en servir. Et l'améliorer, surtout. C'est un travail participatif et collaboratif. Vous avez soulevé un point intéressant, c'est justement il faut beaucoup de temps pour éplucher beaucoup de données sur différents sujets, dans différents secteurs monétaires, flux de matière, etc. Globalement, où est-ce que vous allez chercher la majorité de vos données? Comment ça se passe pour accéder à des données qui ne sont pas forcément d'accès public, je ne sais pas, qui ne sont pas forcément dévoilées par des pays? Enfin bon, comment ça se passe la recherche de données? Normalement, les données
c'est des données publiques et publiées qu'on essaye d'utiliser, parce qu'elles sont passées quand même par les fourches coding de reviewers et de machins comme ça. Mais en fait, il n'y a pas tout. Il y a loin de tout. Alors, il y a aussi des données payantes. Moi, je ne les achète pas. Mais je demande à mes petits copains qui ont acheté les bases de données s'ils les ont. Mais par principe, on ne va pas payer pour avoir des données, surtout à des pétroliers, par exemple. Richtat et compagnie, qui font payer leurs données. C'est pas un truc qu'on pratique. Et puis après, tu as beaucoup de sources finalement un peu grises, c'est-à-dire c'est pas des publications, mais un exemple, Shell, l'entreprise Shell, a publié un scénario qu'ils appellent Sky Shell, où là-dedans, ils ont vachement bien chiadé leur truc. Tu as par exemple toutes les évolutions de PIB, de population, alors de consommation énergétique, etc., depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui par région, quoi. Donc, voilà, on aspire ça, puis on vérifie évidemment avec d'autres sources que ça soit à peu près correct. Mais c'est vachement bien foutu leur truc. Donc voilà, il y a aussi des choses comme ça qui arrivent. Après, il faut aller regarder les administrations, les données des différentes administrations pour avoir le nombre d'immatriculations de véhicules par an. Et là, tu as l'évolution du parc automobile, et puis tu fais la même chose pour les bateaux, tu fais la même chose pour les avions. Voilà, donc il y a des sites aussi, hein, quand même, publics qui existent, où on peut récupérer pas mal de trucs. Puis après, il y a toute la partie techno, combien d'acier j'ai dans une voiture, et encore une voiture, ça va. Mais quelle est la composition moyenne d'une locomotive, par exemple, d'un pays? On a besoin de ça, hein, si on veut traiter le problème. Ça, c'est déjà plus sioux, quoi. Je ne sais pas, quelle est la composition, enfin, combien de cuivre tu as besoin pour un train à simple caténaire, double caténaire, un TGV, un bidule. Tu peux aller aussi loin que tu veux, quoi. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi, parce qu'on devient fou sinon. Puis en fait, ça n'avance pas. Donc oui, on passe beaucoup de temps. Moi, j'ai passé énormément de temps à essayer de récupérer des données. J'ai un étudiant qui a fait sa thèse sur le bâtiment, là, mais c'est pareil, c'est l'enfer. Et pourtant, le bâtiment, c'est pas un objet très technologique, hein. En fonction des régions, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes intensités matières, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas le même. Donc, ouais, il faut faire ce boulot-là. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette conférence. Merci beaucoup, Olivier Vidal, pour cette conférence. Mais merci à vous.